symbolique particulière. Je vais parler environ 8 minutes. Ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas plus longtemps. Nous sommes à l'Université de Liège, une institution qui, depuis plus de 2 siècles, n'a cessé d'articuler tradition et innovation, enracinement local et ouverture au monde, une université qui s'est construite dans le dialogue entre disciplines, entre savoirs, entre transformation sociale. C'est ici que le docteur Bernadette Grosjean a été formée. Et c'est ici qu'elle revient aujourd'hui, après un parcours international, pour partager une réflexion qui nous invite précisément à dépasser les cloisonnements, à revisiter nos catégories et à affiner notre regard. Le docteur Bernadette Grosjean est psychiatre et psychothérapeute formée en Belgique et aux États-Unis. Elle a réalisé ses études de médecine à l'Université de Liège, donc un retour dans l'alma mater, entre 1980 et 1987, avant de se spécialiser en psychiatrie jusqu'en 1992. Elle débute sa carrière à Rocourt, où elle s'investit notamment dans l'organisation de cycles de conférences, contribuant activement à la diffusion des savoirs cliniques. Très tôt, elle développe une expertise reconnue dans les troubles de personnalité borderline, les troubles limites, ce qui l'amène à poursuivre son parcours aux États-Unis auprès du professeur Otto Kernberg, référence internationale dans ce domaine. Entre 2001 et 2005, elle reprend une formation complète en psychiatrie aux États-Unis, puis rejoint l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, où elle est professeure de psychiatrie de 2005 à 2016. Elle est donc professeure honoraire maintenant de cette université. Elle y participe donc à la formation et à la supervision des médecins spécialistes en formation, tout en développant une pratique clinique diversifiée, allant du travail auprès des populations sans abri dans le downtown de Los Angeles à une activité pratique privée à Beverly Hills. Le docteur Grosjean est aujourd'hui lead psychiatrist au sein de l'Autistic Doctor International Association. Elle est engagée dans la recherche et l'advocacy autour des troubles de l'autisme. Elle est l'auteur de nombreuses conférences, publications, interventions, on peut en trouver différentes sur le net, sur YouTube, reconnues donc pour leur clarté clinique, leur exigence et leur ancrage dans la pratique. Alors, au-delà de son parcours académique, le docteur Grosjean se distingue par une approche profondément humaine, une curiosité constante, un goût pour le partage des savoirs, une grande humilité et le goût de la remise en question. Elle défend avec humanité une psychiatrie attentive à la singularité de chaque personne. Nous nous retrouvons ce soir autour d'un thème à la fois actuel et exigeant, l'autisme en 2026, les différences presque invisibles dans nos familles et nos pratiques. Et on va voir quelle mise au point elle pourra nous proposer. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, il est utile de rappeler que la neurologie et la psychiatrie ne faisaient qu'un il n'y a encore pas si longtemps. N'est-ce donc pas un hasard si aujourd'hui nous parlons davantage de neurodivergence ou de neuroatypie et non de psychodivergence ou de psychoatypie? Ce déplacement du langage traduit-il un déplacement du regard? Il nous invite à considérer certaines réalités. L'autisme, les troubles 10 ou encore d'autres formes de fonctionnement cognitif, non plus uniquement comme des déficits, mais comme des variations du fonctionnement humain. Des différences et non uniquement des défauts. Mais dès lors, une série de questions fondamentales s'impose. Va-t-elle y répondre? On ne sait pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic aujourd'hui? Parle-t-on de symptômes, de signes ou d'un récit clinique, d'un narratif qui permet de donner sens à une expérience? Et surtout, que fait-on de ce diagnostic? Qu'apporte-t-il concrètement dans la vie des personnes et dans nos pratiques? Est-on face à une maladie, un syndrome ou à une différence? Car si l'on parle de différence et non de maladie, alors les implications changent profondément. Parle-t-on de soins ou de soutien? De prise en charge médicale ou de reconnaissance sociale? D'un enjeu de santé ou d'un enjeu d'adaptation du monde du travail, de l'école, de la société? Ces questions ne sont pas théoriques, elles traversent les vies. La différence, surtout lorsqu'elle est peu visible, peut être source de malentendus, d'incompréhension, voire de rejet. Et l'autisme reste encore largement associé, dans les représentations collectives, à des formes sévères ou à une déficience intellectuelle.
Or, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont aussi des formes discrètes, compensées, parfois invisibles. Entre rejet et acceptation se joue une autre dimension essentielle, celle de l'identité. Pouvoir se reconnaître, pouvoir être reconnu. J'ai bientôt fini. Trouver des pairs, échanger, se comprendre et construire un sentiment d'appartenance sans perdre sa singularité. Tout un programme. Alors, cela nous amène à une tension centrale au cœur de cette conférence, celle entre l'individu et le groupe. L'adaptation, c'est ce qui est demandé à l'individu. S'ajuster, se conformer, parfois au prix d'efforts considérables. L'intégration, c'est ce qui est demandé au groupe. Reconnaître la différence et créer les conditions pour qu'elle puisse exister. Entre ces deux pôles, il ne s'agit pas de choisir, mais de penser une forme d'engagement réciproque entre l'adaptation et l'intégration, entre l'individu et le groupe. Un travail partagé où l'individu apprend à naviguer dans le groupe et où le groupe apprend à accueillir et reconnaître la diversité des fonctionnements. Ce soir, il ne s'agira pas seulement d'apprendre, il s'agira peut-être surtout de désapprendre certaines évidences, de mieux voir ce qui ne se voit pas, et de penser autrement la place des différences dans nos pratiques, dans nos institutions et dans nos sociétés. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci Bernadette. Merci beaucoup Martin. Merci beaucoup à tous d'être ici aujourd'hui. Il a presque fait tout, donc on va se répéter, mais la répétition c'est bon. C'est comme ça qu'on apprend. Comme je l'ai dit au départ, tout est enregistré ici, ça sera mis au moins sur YouTube. Et donc, ne vous inquiétez pas de prendre des notes, ou parfois je passe plus rapidement sur des dias. Vous aurez accès à tout cela si vous le désirez par la suite. Merci à l'université et merci à Madame Johanna Mourad qui aide énormément, c'est tout ce travail invisible pour tout organiser, qu'on soit tous là dans la bonne salle, etc. Donc merci Johanna. Johanna qui fait aussi de la recherche et on verra en fin de conférence si vous êtes intéressé de participer. Donc il s'agit aujourd'hui je vais parler je suis une clinicienne, j'étais dans les UNIF et je lis beaucoup, mais mon travail est avant tout un travail clinique depuis 1985 à peu près, quand j'ai commencé mes stages. Et comme Martin l'a dit, des pratiques cliniques dans beaucoup d'endroits différents, avec beaucoup de personnes différentes. Ça fait 26 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Los Angeles, c'est un centre multiculturel, c'est des centres de recherche. Donc j'ai un peu toute cette expérience-là. Et j'aime bien de faire des liens. Et puis quand je ne comprends pas, j'aime bien de remettre en question ce que j'ai appris. Donc nous parlons des adultes ou des adolescents autistes sans apparent en tout cas et majeur handicap intellectuel ou moteur. Donc ces personnes dont on ne voit pas nécessairement qu'il y a une différence et pourtant on pourra le voir, cette différence peut créer beaucoup de choses positives mais aussi beaucoup de problèmes importants médicaux et psychiatriques. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? What's wrong with you? C'est ainsi que commence un article d'une de mes amies, qui a d'ailleurs créé le groupe autistique Docteur International, Dr. Mary Doherty, un article dans lequel elle examine les conséquences du fait d'être différent, sans le paraître ou sans le savoir, différent de la majorité des personnes avec qui nous coexistons. What's wrong with you? Pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas dans les yeux quand je te parle? Accroche un sourire à ta face. Vraiment, tu ressens rien, tu n'as pas compris, tu n'as pas d'émotion. Pourquoi pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça? Après avoir interrogé en profondeur un certain nombre de collègues autistes, Mary décrit l'expérience de honte qui s'est installée au fil du temps et des interactions manquées. Ces expériences asynchrones ne sont pas le fait du hasard, mais le résultat d'un fonctionnement intérieur, perceptuel ou cognitif ou moteur qui est différent de celui de l'entourage, sans, encore une fois, qu'on ne le sache nécessairement. Ces différences neurologiques, neurodéveloppementales ont des conséquences importantes au niveau personnel et au niveau interpersonnel. Chez certains, les personnes dont je vous parle ce soir, ces différences sont quasi invisibles ou sont dissimulées, masquées, cachées, consciemment ou pas, dans les situations de vie quotidienne, dites normales,
c'est-à-dire non traumatiques ou pas particulièrement stressantes. Personne ne note rien. C'est un peu comme si vous étiez transporté dans une ville où vous ressemblez à tout le monde, vous portez quasiment le même genre d'habits et vous pensez parler la même langue. Mais le dialecte que vous utilisez est en fait semé de possibles malentendus. Par exemple, quand vous dites « je suis occupé » pour signifier que vous êtes débordé, vos interlocuteurs entendent que vous ne voulez pas faire un effort. Les codes culturels implicites de cette ville où vous vous trouvez vous sont étrangers. Vous n'en avez pas de connaissance implicite, de compréhension spontanée. Quand quelqu'un vous dit « on se téléphone » en guise de revoir, vous attendez pendant des jours que cette personne vous appelle. Quand on vous demande de dire ce que vous pensez vraiment, vous le dites. Et vous ne comprenez pas pourquoi votre interlocuteur s'énerve ou semble fâché. Tôt ou tard, vous vous rendez compte que quelque chose cloche. On vous regarde bizarrement lors de conversations apparemment banales. On vous évite. Vous perdez un travail, puis un autre. Vous êtes renvoyé de l'école, ou vous rendre à l'école devient intolérable sans comprendre pourquoi, car vous êtes une moins bonne élève. Et puis, il y a ces moments effrayants où vous semblez exploser pour un rien. Vous vous figez, vous devenez inaccessible, tous ces états bizarres que parfois certains psychiatres appellent catatoniques. Avec le temps, ces sentiments d'échec et de honte s'accumulent. L'incompréhension, l'absence de sens face à ces situations augmente votre détresse. Vous vous isolez, vous vous épuisez à essayer de vous intégrer, mais rien n'y fait. La sensation de désespoir peut s'installer. Dans ce contexte, il y a plusieurs évolutions possibles et je vais vous en citer deux. La première, vous continuez vaille que vaille, la tension monte, tension artérielle, tension psychique, la fatigue, les sentiments dépressifs s'installent, accompagnés d'idées de culpabilité et de honte. Vous ne comprenez pas, les risques s'accumulent, une vie écourtée par le suicide, des addictions ou par des maladies cardiovasculaires ou auto-immunes, associées à votre état de stress quasi permanent. Vous perdez votre travail, vous perdez des amis, des relations. La seconde, une autre possibilité en tout cas, un jour, par le hasard d'une rencontre, au fil de vos recherches, ou à la suite d'un commentaire d'un proche du genre « t'es pas un peu autiste, toi ?» vous réalisez que votre expérience n'est pas unique. D'autres ont vécu, souvent douloureusement, cette même sensation d'être d'une autre planète, sans avoir du tout l'apparence d'un martien. Vous accédez alors à une nouvelle façon d'interpréter vos maladresses, vos échecs. En fait, vous ne parliez pas la langue locale. Même si les mots utilisés étaient les mêmes, l'accent changeait tout parfois. Cette nouvelle capacité à comprendre votre histoire et celle de votre famille, très souvent, peut non seulement changer notre vie, il peut la sauver. Et nous allons voir pourquoi ce soir. Ça, c'était par rapport à mon introduction. Alors, il y a beaucoup de définitions qui changent au fil du temps. Le diagnostic change au fil du temps. Et voilà peut-être une manière de concevoir l'autisme, et nous allons voir pourquoi, qui transcende les définitions strictes. C'est une manière différente de percevoir. Nous sommes au niveau de toutes les perceptions, de percevoir l'information, de traiter l'information, de penser l'information, d'apprendre et de réagir à ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et nous allons le voir, c'est aussi un handicap moteur, quelque chose qui ne paraît pas évident, mais vous savez que beaucoup de personnes autistes ne sont pas à même de communiquer verbalement, et pour parler, on a besoin d'un système neuromoteur qui fonctionne correctement. Il y a quelques années, les Maoris ont créé un mot pour l'autisme. Ce mot n'existait pas. Et donc vous le voyez ici, je ne sais pas si la prononciation est correcte, mais Taki Watanka. Et ce mot veut dire en fait à leur rythme.
dans leur propre rythme, à leur propre rythme et dans leur propre espace. Et une des choses qui se passe quand on a un neurodéveloppement autistique, c'est que les différentes capacités que vous avez n'évoluent pas toutes au même moment, évoluent à des moments différents de ce qui se passe chez une personne qui n'est pas autiste. Alors Martin a fait allusion au fait que c'est presque un problème politique de parler de l'autisme et que différentes personnes ont différentes expériences et différentes recommandations, différentes revendications. Et donc nous sommes tous comme vous le voyez dans cette image connue, ce sont les aveugles qui essaient de donner une description de l'éléphant, et en fonction évidemment de ce que vous sentez, vous allez donner des descriptions très différentes d'un mur, d'un serpent, d'un couteau. Et ici, je vais donner ma manière de voir l'autisme chez l'adulte de par ma pratique clinique. C'est donc, je n'ai pas l'arrogance de dire que les patients autistes que je vois sont les seuls patients autistes qui sont des vrais patients. Ce sont les personnes avec qui je travaille. Je pense que c'est important d'avoir un sens de leur souffrance et de ce qu'on peut faire pour les aider. Alors, l'histoire de l'autisme, on va aller très vite, mais pour vous donner quand même un sens, ça vient il y a plus d'un siècle, où Bleuler a nommé le terme, et à l'époque c'était un symptôme de la schizophrénie, l'autisme. On était tourné vers soi, et à l'époque, je pensais qu'il y avait une vie intérieure, mais que les personnes avaient cessé de communiquer avec l'extérieur. Dans les années 20, une psychiatre ukrainienne, juive, a écrit les premières descriptions d'enfants. À l'époque, on parlait de psychose autistique. Les descriptions correspondent à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Et ce qui était intéressant dans les descriptions de cette psychiatre, c'est qu'elle parlait non seulement de petits garçons, parce que c'est dont on parle le plus souvent, mais aussi de petites filles. De jeunes filles, de petites filles qui présentaient des symptômes dont on parle aujourd'hui dans le cas de l'autisme. Elle a écrit des articles en allemand, mais comme elle était une femme dans un pays communiste et juive, on ne l'a pas citée jusqu'il y a peut-être une vingtaine d'années, quand on a découvert ces articles. Mais ces articles écrits en allemand ont été lus par toute une série de personnes, dont ces 3 personnes dont vous avez peut-être entendu parler. D'abord, Frankel et Weiss, qui étaient respectivement un psychiatre et une psychologue, qui travaillaient à l'hôpital des enfants à Vienne, qui était dans les années 20 et 30 le plus grand centre pédiatrique et pédopsie, si on peut dire, de soins en Europe. Les gens venaient de partout, des États-Unis, d'Europe, pour visiter ce centre. Et dans ce centre, ils étudiaient des enfants dont ils avaient remarqué que l'affect présenté sur le visage ne correspondait pas aux émotions internes. Madame Weiss a même développé, elle était psychologue, elle était psychiatre, a même développé des échelles pour observer ces enfants, observer leur évolution, comment ils réagissaient, etc. Mais tous les deux étaient juifs, et donc ils ont pu quitter Vienne et quitter l'Autriche et se rendre aux États-Unis grâce à M. Kanner, qui lui avait émigré un peu plus tôt. Et c'est Hans Asperger, qui était un interne en fait, un élève de Frankel, qui a repris ses études à son compte et qui est devenu le chef du département. Alors, vous avez peut-être entendu que c'est bizarre, comme au même moment, aux États-Unis et en Allemagne, le concept d'autisme est apparu. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, Frankel est allé travailler avec M. Kanner. Ils ont étudié les enfants, il a partagé toute sa connaissance, il a même écrit des articles avec M. Kanner, qui a enlevé son nom pour les premiers articles les plus importants. Et donc, ce sont ces premières recherches en Autriche qui ont été confirmées et en Allemagne et aux États-Unis, qui ont fait qu'on avait ces idées de ce qu'étaient ces enfants autistes. Hans Asperger, entre parenthèses, qui, quand il étudiait les enfants, en envoyait beaucoup en camp de la mort, dans des hôpitaux où on laissait ces enfants mourir, où on les infectait sans soin. Il y envoyait tous les enfants autistes dont il pensait qu'ils ne pouvaient pas être bons pour le Reich, et il y envoyait toutes les petites filles autistes. C'est pour ça qu'on ne parle plus d'Asperger aujourd'hui. Voilà donc l'image que l'on a eue pendant très longtemps de l'autisme.
Et puis une autre personne qui a quitté l'Allemagne pour éviter les répressions, qui a été pendant 1 an ou 2 en camp de concentration, et puis qui a été libéré à l'occasion de l'anniversaire d'Hitler, c'est Bruno Bettelheim. Vous avez peut-être entendu parler. Le problème avec Bruno Bettelheim, c'est quand il est arrivé aux États-Unis, il a menti sur ses connaissances. Il a dit qu'il était psychologue, il ne l'était pas, il a pris 1 ou 2 cours de psychologie, il a dit qu'il était psychanalyste, il ne l'était pas non plus. Ses collègues psychanalystes d'ailleurs s'en sont rendus compte après un certain temps, mais ont décidé qu'il faisait beaucoup de bien à la psychanalyse, il passait bien à la télévision, il avait écrit des livres qui avaient beaucoup de succès, et donc on l'a laissé continuer ainsi. Et c'est extrêmement tragique, puisque Bettelheim est celui qui a créé, et puis un peu supporté par Kanner, l'idée que l'autisme était en fait, la cause de l'autisme, c'était les mères, c'était des mères frigo, qu'il comparait aux personnes, des gardiens des camps de concentration dans lesquels il avait été. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, dans les plus jeunes, n'avaient jamais lu Bettelheim, mais c'est clair que quand moi j'étais en formation en psychiatrie et en psychanalyse, c'était quelqu'un qui était très populaire, et donc ces idées de ce que l'autisme, la cause de l'autisme sont des mauvais parents, et surtout des mauvaises mères, c'est-à-dire en général toujours la faute de la mère, ont eu des conséquences absolument dévastatrices pour ces familles, on peut l'imaginer. Alors on séparait les enfants des familles pour les décennies après que si on avait un enfant autiste, ça veut dire qu'on était un mauvais parent. Vous savez, les conséquences énormes. Et tout ça, c'est ces biographies où on a découvert tous ces mensonges, mais bien plus tard. Une autre chose dramatique, c'était que Bettelheim, d'ailleurs un de ses livres, s'appelle La forteresse vide, et donc on considérait qu'à l'intérieur de l'enfant, il n'y avait rien. Ça voulait dire qu'on pouvait le traiter de toutes sortes de manières, et pas des manières sympathiques, ou gentilles, et les traiter de cette manière. Et il a été le directeur, devenu professeur à Stanford, professeur à Chicago, donc vous imaginez que ces théories et ces manières d'adresser l'autisme, là c'était chez des enfants parfois non-verbaux, ont eu des catastrophes traumatisantes, épouvantables. Alors l'histoire de l'autisme est quand même pleine de traumas, et pour les patients, les personnes autistes, et pour leur histoire. Une autre personne dont vous avez sans doute entendu parler, qui était à l'UCLA, où j'ai travaillé, c'est Lovas, qui lui aussi a échappé aux nazis. Est venu aux États-Unis, elle s'est installée de psychologue, elle travaille à l'UCLA et a voulu traiter, il a d'abord voulu traiter les personnes homosexuelles en disant qu'ils avaient des rangs non homosexuels, ça n'a pas marché très fort, et après ça, il a voulu appliquer les mêmes méthodes aux enfants autistes. Et de nouveau, il y a beaucoup de textes et d'interviews, même dans les années 80 et 90, où Lovas lui aussi disait qu'il n'y avait rien à l'intérieur, que c'était une coquille vide, on pouvait donc les gifler, les priver d'affection, les traiter de toutes sortes de manières, les punir pour les empêcher de s'estimer, pour les empêcher de toucher. Et donc, le but de Lovas, c'était de rendre ses enfants normaux. Donc, de regarder dans les yeux, de ne pas faire ses mouvements, d'apparaître normaux. C'était le but de son traitement, c'était l'origine des traitements comportementaux qui ont évolué depuis, en tout cas un certain nombre, mais il y a quand même beaucoup de ces traitements où on continue de penser qu'il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Évidemment, ce n'est pas vrai. Heureusement, dans les années 70, la génétique a un peu sauvé l'histoire, nous a un peu informé d'autre chose, c'est que ces chercheurs en génétique ont réalisé que, en fait, l'autisme, quand on faisait des comparaisons chez des jumeaux, dans des familles, avait une incidence, il y avait une cause génétique certainement bien présente, que si vous aviez un enfant avec l'autisme, vous avez plutôt un autre avec beaucoup plus de possibilités que le soit aussi, que ça se passait d'un parent aux enfants, et donc que la cause n'était pas des mères trop froides, mais des problèmes génétiques ou des différences génétiques qui expliquaient ce qui se passait là. On a fait aussi à ce moment-là d'autres études où certains se sont demandé si ces enfants autistes
peut-être que ce n'était pas tout à fait vide, mais en fait, il ne pouvait pas vraiment comprendre ce qui se passait dans la tête des autres personnes. Et ça expliquait toute une série de problèmes comportementaux et de communication. Lorna Wing a alors redécouvert des écrits de Asperger et a réalisé ou a décidé qu'il y avait peut-être pas seulement des enfants et adultes autistes avec des handicaps intellectuels sévères, mais qu'il y avait aussi des personnes dont l'intelligence à différents niveaux pouvait fonctionner, et qu'ils pouvaient même fonctionner dans la société avec certaines difficultés. Donc il y avait une catégorie de personnes autistes différentes. Et c'est là qu'on a utilisé le terme d'Asperger, puisqu'on a traduit ses travaux et ses articles. Alors je vous fais remarquer qu'au même moment où on définit la catégorie d'Asperger, qui a surtout trait à des petits garçons blancs, en fait, ceux qu'on étudiait, et puis des hommes blancs, au même moment, et on dit que Asperger c'est probablement une femme pour 9 hommes, au même moment on développe la catégorie des états limites, ou borderline, aussi en 1980, où de manière intéressante, la proportion est inverse, où on considère que les états limites, c'est à 80% sont des femmes et un très petit nombre d'hommes. Je vous demandais de garder ça en tête pour ce qui se passe maintenant. Et Wing, malgré tout, avec d'autres, dit, mais enfin, les femmes, les petites filles peuvent aussi être autistes. Alors, les années 80, on a Temple Grandin. Si vous vous intéressez à l'autisme, j'imagine que vous savez qui elle est. Mais c'est la première personne, en fait, Temple ne parlait pas jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, avait des comportements très bizarres, ne communiquait pas. Les médecins avaient dit aux parents, envoyez-le dans une institution et l'oubliez-là, parce qu'il n'y aura jamais rien qui se passe, elle a quelque chose au niveau cérébral. La maman n'a pas voulu faire ça, les parents avaient les moyens, ils ont engagé des personnes pour jouer, pour travailler, et aider Temple, qui a fini par faire des études, aller à l'université. Elle marchait un peu bizarrement, elle parle toujours plus fort, elle fait beaucoup de travail, mais elle s'en sort. Et cette année-là, en 1985, elle est à une réunion avec tous les parents d'enfants autistes, qui parlent entre eux et qui essayent d'améliorer les conditions et le futur de leurs enfants. Et elle se lève et dit, eh bien, je suis autiste. Et alors personne ne comprend, puisque ça n'allait pas du tout dans le sens des stéréotypes qu'on connaissait. Et Temple commence, avec d'autres, une personne après l'autre, à écrire leur mémoire. Alors d'abord, on dit, c'est pas possible, ils n'ont pas de théorie de l'esprit, comment ces personnes peuvent-ils écrire une biographie? Mais on se rend compte qu'il y a des choses, en effet, à l'intérieur. Et donc, elle commence à donner une autre image des représentations de l'autisme. Alors, Rayman, lui, revient dans l'autisme plus stéréotypé, avec des fonctions extraordinaires à un niveau, mais quelqu'un qui est incapable de vivre de manière indépendante. Uta Frith, je parle d'elle parce qu'elle était très importante dans ces années-là, pour aussi traduire Asperger, et vous allez voir qu'elle est intervenue il y a quelques mois dans une position différente. Fin du XXe siècle, on développe le concept de neurodiversité, on parle de biodiversité, et on dit, en fait, nous sommes tous neurodivers, nos cerveaux sont aucun les mêmes, mais je veux dire, il y en a qui sont plus neurodivergents que d'autres. Il y a une population générale qui fonctionne d'une certaine manière, et il y a un groupe de personnes, ça peut être des dyspraxies, de manière différente de bouger, des dysphasies, des dyslexies, la main gauche, toutes sortes de choses qui font qu'on a une neurologie qui est différente. Et elle introduit donc ce concept de neurodiversité dont les communautés de patients et de personnes neurodivergentes vont s'emparer dans les 25 années qui viennent. Il y a alors des livres de nouveau d'autres personnes qui parlent, elle, qui est autiste et qui parle de la difficulté que ça a représenté pour elle d'essayer d'être normale, d'avoir l'air normal. D'autres personnes alors s'intéressent à l'histoire, comme le professeur Fitzgerald en Irlande, et Fitzgerald va étudier un tas de caractères historiques, Michel-Ange, Einstein, James Joyce, et réétudier leur vie et dire, voilà, ces personnes-là aussi avaient le syndrome d'Asperger, étaient autistes, et donc ça existe depuis toujours en fait. En 2012, Damien Milton, qui est psychologue, plutôt en psychologie en Angleterre, qui a un fils autiste avec de grands handicaps, étudie ce qui se passe, n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée que
il n'y a pas de représentation de ce qui se passe chez l'autre dans la tête d'une personne autiste, et en fait présente un concept qui s'appelle le problème de la double empathie, et on va y revenir tout à l'heure, mais ce que Milton dit, c'est donc peut-être qu'une personne autiste a du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui n'est pas autiste, mais l'inverse est vrai, qu'il n'y a pas un déficit seulement de la part de la personne autiste, et quand deux personnes ont le même neurotype, comme si deux personnes parlent le même langage, eh bien elles peuvent beaucoup plus facilement comprendre ce qui se passe chez l'autre. En fait, il dit que ce n'est pas qu'un déficit d'un seul côté de la population, mais qu'il y a un problème, en effet, de communication et de comprendre l'autre instinctivement, mais ce n'est pas purement du déficit, et ce n'est pas qu'il n'y a pas de théorie de l'esprit, qu'il n'y a pas de moyen de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors, donc oui, j'ai oublié de mettre, donc Asperger avait été ajouté dans le DSM, on avait commencé à identifier toutes ces personnes-là, et puis pour toutes sortes de raisons de recherche et de politique, en 2013, on décide de ne plus utiliser ce terme d'Asperger. Donc toutes ces personnes sans problème intellectuel ou handicap majeur n'ont plus vraiment de nom pour s'identifier. Ça avait marché très bien dans la communauté qui s'appelait des ASPI. Voilà, on est différents, on ne fonctionne pas comme les autres, mais on peut être indépendant d'une certaine manière. Ce nom-là disparaît et on décide que tous les autistes vont être appelés autistes. Ceux avec un fonctionnement intellectuel avec un handicap et ceux qui n'en ont pas. Donc les choses vont se compliquer un peu à ce moment-là. Et puis de plus en plus de personnes vont commencer à parler de qui ils sont, de ce que ça représente pour eux d'être autistes ou de vivre en autistant, hein, comme Chevalec, en 2014. En 2015, il y a un article très important qui est écrit où on dit en fait, on a manqué toute une génération d'adultes autistes sans déficit intellectuel, en particulier des femmes et des membres de minorité, parce qu'on ne cherchait pas. On regardait seulement un certain type d'individu pour chercher ce problème. Et Greta Thunberg a fait autant pour familiariser les gens avec l'autisme que le travail qu'elle fait pour l'environnement. Donc Greta, voilà quelqu'un dont on dit qui est autiste, qui fonctionne de manière assez passionnée, enfin qui fait toute une sorte de série de choses, qui parle aux Nations Unies, etc. Donc voilà une image différente de l'autisme. Et ici, c'est Mary Doherty, dont j'ai cité l'article en début, qui, elle, a découvert que sa fille n'allait pas bien, elle ne fonctionnait pas à l'école, ça ne savait pas y rester, il y avait de gros problèmes de communication, et on lui dit votre fille est borderline, et puis 4 ans plus tard, c'est son fils qui lui a aussi de gros problèmes de communication, des problèmes à l'école, des problèmes sensoriels, et on dit il est autiste. Et Mary se lance lit tout ce qu'elle peut lire à propos de l'autisme et se rend compte que, en fait, un certain nombre de symptômes et que elle et que sa fille présentaient étaient liés à une neurologie autistique. Et donc, elle va développer beaucoup de recherches à partir de là, un travail d'advocacy. Alors, est-ce que c'est une épidémie? Parce que maintenant, tout le monde est autiste. C'est pas vrai, mais enfin, on a cette impression-là. Alors, il y a des gens comme Musk, comme Bill Gates. Je ne sais pas si vous savez, mais Lionel Messi, apparemment, avait été diagnostiqué Asperger dans sa jeunesse, quoi qu'on le nie maintenant. Et vous avez toute une série, alors vous voyez ce qui change maintenant, toute une série de femmes qui aussi vous disent « Je suis autiste, ce diagnostic m'a beaucoup aidé ». Ceux qui ont vu Hamnet, c'était la directrice de ce magnifique film. Tony Attwood, qui est le monsieur qui a écrit le livre sur Asperger, dont le fils avait été diagnostiqué, qui il y a 75 ans, il y a quelques semaines, a dit ben oui, en fait, moi aussi, je suis sur le spectre autistique. Donc, il y a quand même tous ces changements. Alors, je ne sais pas si vous avez de PITS à la télévision, dans les séries d'émissions à l'hôpital. On avait ER, maintenant il y a The Pit. Et dans le Pit, vous avez la représentation d'une jeune femme autiste. Donc vous avez celui-là qui était connu avant, mais très, très stéréotypé. Et cette jeune femme, qui était autiste elle-même, représente ce que ça représente. Donc quelqu'un qui fonctionne, qui a fait des études de médecine, qui travaille aux urgences. Et qu'est-ce que ça représente quand on est autiste de travailler dans un milieu comme ça? Et qu'est-ce que ça représente en termes d'empathie pour d'autres personnes qui sont neurodivergentes et qui arrivent aux urgences? Alors le problème, c'est que donc,
Certains chercheurs ne sont pas contents de cette extension du mot qui concernait un certain nombre très limité de personnes et qui multipliait certains par 100. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et vous voyez ici l'homme qui en fait en sorte qu'on a enlevé Asperger et utilise simplement autisme, toute une catégorie de personnes, et qui dit je regrette, c'est vraiment mon grand regret d'avoir fait ça. Et vous avez Uta Frith, que je vous ai montré tout à l'heure, qui le mois dernier a un grand article dans le journal en disant enfin c'est des histoires d'autisme, le masking ça n'existe pas, tout le monde masque, tout le monde est un peu comme ça, c'est une catastrophe. Bien sûr, il y a une réaction à ce qu'elle a dit sur les médias, dans les journaux, etc. Mais comme vous le voyez, il y a une grande polémique. On dit l'autisme chez les femmes, c'est une mode. J'ai donné 2 jours de formation début de semaine où certains collègues me disaient que les seuls vrais autistes c'était ceux avec lesquels ils travaillaient, avec un handicap intellectuel, et que les autres, ce n'est pas vraiment des personnes autistes. Et un autre collègue dit bon, c'est bien beau d'avoir une identité si ça aide, mais faut-il vraiment perdre le temps du psychiatre pour identifier cette neurologie différente? Donc il existe beaucoup de manières d'être autisme. Il faut les reconnaître parce que oui, ça va être important de le reconnaître, vous allez voir pourquoi. Et c'est important aussi, il va être important de développer des techniques thérapeutiques comportementales, psychodynamiques, on va voir au niveau des médicaments. Ce sont des approches différenciées parce qu'on travaille avec une population différente au niveau neurologique et au niveau psychologique, et c'est une conséquence de cette neurologie différente. Alors, oui, c'est important d'identifier parce que ce que vous voyez ici, donc quand on parle des adultes autistes sans majeur déficit intellectuel, c'est la première cause de mort prématurée, et la deuxième cause de mort en général, c'est le suicide. Alors moi je pense que ça, rien que ça, c'est déjà une bonne raison pour identifier les gens qui fonctionnent différemment de la population générale. Une personne autiste sur 4 a tenté de se suicider. Vous comparez ça à 1 sur 37 dans la population générale. Le taux d'idées suicidaires, de tentatives de suicide, c'est lié bien sûr, mais enfin c'est de 3 à 9 fois supérieur chez les personnes autistes. Et on note que ce qui est normalement un facteur de protection par rapport au suicide, comme une intelligence élevée, c'est l'inverse. Probablement parce que vous avez un sentiment justement de ne pas faire partie. Un autre facteur de protection dans les suicides complétés, les suicides qui ont réussi, entre guillemets, c'est le fait d'être une femme. En général, dans la population générale, être une femme, il y a plus de tentatives de suicide, mais il y a moins de suicides complétés. C'est l'inverse dans la population autiste. Alors, une autre raison pour laquelle c'est important, c'est que l'espérance de vie est de 10 à 15 années plus courte que pour des personnes jeunes autistes. Alors il y a toutes sortes de facteurs bien sûr à ça. Il y a d'abord le suicide dont on vient de parler. Il y a que beaucoup d'autistes ne sont pas capables d'avoir un travail régulier, vivent dans la précarité, donc il y a toute une série de facteurs qui augmentent ça. Il y a le fait que quand vous vivez dans un monde où vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes en général constamment hyper vigilant, surtout si vous avez tendance à être très sensible à tout ce qui se passe autour de vous, en termes de lumière, de son, etc. Il y a aussi génétiquement le fait qu'il y a une plus grande fréquence de problèmes, notamment de problèmes immunologiques, et en particulier chez les femmes, qui sont liés au fait d'être autiste, et on va voir ça aussi plus tard. Alors, un autre risque, c'est que vous avez des problèmes médicaux, c'est difficile de communiquer. Quand vous avez mal ou vous avez peur, ça ne se voit pas nécessairement sur votre visage, ou ça ne s'exprime pas nécessairement via le ton de votre voix. Donc on ne vous prend pas au sérieux, on prend encore moins au sérieux les femmes qui viennent avec des douleurs, autistes ou pas, que les hommes. Donc quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez aux urgences, on a tendance à ne pas vraiment vous croire, parce qu'il y a un problème. Vous avez aussi, nous allons voir, des difficultés à identifier la douleur à l'intérieur, la douleur physique. Et donc quand vous mettez tout ça ensemble, eh bien, vous avez ces chiffres quand même inquiétants, où non seulement le recours aux soins d'urgence est accru,
tout aussi difficile pour une personne autiste d'aller chez le médecin, on va voir pourquoi tout à l'heure, eh bien, ils ont 3 fois plus de possibilités de risque d'utiliser les services d'urgence, d'être hospitalisés et de mourir, parce qu'ils arrivent trop tard, parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux tout de suite, que ce sont toutes des études, comme vous voyez, il y a plusieurs études, ça produit ça, de mourir après avoir reçu des soins. Et le risque est encore plus élevé pour les femmes autistes, qui ont 2 fois plus de risque de mourir pendant l'hospitalisation que les hommes autistes, et 3 fois plus que les femmes non autistes. Alors pourquoi c'est important de savoir qu'on est autiste et que la société en général sache ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient dans votre urgence, qui vous dit qu'il a un mal séparément ou ne l'exprime pas au niveau facial ou d'autres manières, et de les croire et de les prendre au sérieux et de faire les examens que vous feriez avec une personne qui serait peut-être plus expressive. Alors c'est pas un petit problème, on pense maintenant, et ça va peut-être augmenter, que ça touche 2,2% de la population. Juste pour vous donner une idée, je mets des chiffres de la schizophrénie et des troubles bipolaires, vous voyez que c'est inférieur à cela. Ça existe dans tous les âges, toutes les religions, les classes sociales, ça touche tout le monde, c'est là depuis longtemps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'héritabilité de l'autisme dont nous parlons aujourd'hui est énorme, 80%. Donc ça veut dire aussi que quand vous identifiez quelqu'un qui est sur le spectre autistique, ça va être intéressant de revoir l'histoire familiale, et on va retrouver maintenant, de nouveau, c'est un phénotype qui peut être très très différent. L'expression de l'autisme en fonction de l'environnement, en fonction de la personne, etc., peut varier très fort, mais c'est très important de relire l'histoire de la personne, si c'est un patient du patient, si c'est votre histoire, et un gros travail qu'on fait souvent, c'est de relire des expériences souvent traumatiques ou d'impressions de neglect ou de problèmes avec des parents qui eux-mêmes avaient sans doute des problèmes au niveau d'exprimer les émotions, au niveau de communiquer certaines choses, au niveau d'avoir une vie stable et économiquement suffisante. Donc, les études de neuroimagerie montrent que c'est une trajectoire atypique au niveau du cerveau, donc c'est vraiment quelque chose de neurologique qu'on fait, de neurodéveloppemental, et le chiffre des autistes qui était plus le stéréotype de l'autisme avec des troubles, des handicaps intellectuels, comme vous le voyez, ça représente de 3 à 10% des patients. Donc ces patients que vous voyez, l'enfant autiste dont on parle en général, ça ne représente maintenant plus que entre guillemets, c'est un problème énorme, une souffrance énorme, mais de 3 à 10% de la population autiste générale quand on considère les critères que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, une autre raison pour identifier l'autisme, c'est parce qu'on ne nous l'apprend pas. J'ai fait 2 fois, Martha l'a dit, j'ai fait la médecine 2 fois et la psychiatrie 2 fois. Bon, j'ai fini en 2005, mais c'est pas quelque chose dont on parle, c'est toujours pas quelque chose dont on parle beaucoup. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ni en médecine, ni dans les autres écoles de santé. Les médecins sous-estiment le nombre de patients autistes, même si la personne leur a dit. En ayant tendance à penser, mais il dit qu'il est autiste, il travaille dans une famille, je ne sais pas qui lui a dit ça, il a regardé sur TikTok. Et donc le patient, le médecin oublie parfois. Les patients eux-mêmes peuvent alors être réticents parce que parfois ils partagent le diagnostic et puis tout à coup, alors qu'on leur parlait à des personnes raisonnables et sans handicap intellectuel, le médecin a un comportement bizarre, parle à son compagnon ou sa compagne, ne s'adresse plus aux patients. Et donc il y a beaucoup de patients qui rechignent et ont peur de partager ce diagnostic. Alors je disais, c'est difficile aussi pour les patients autistes d'arriver à temps quand ils ont des problèmes, parce que toute une série de problèmes liés au fait d'être autistique, donner des coups de téléphone, on va voir c'est quelque chose, on ne sait jamais qui va répondre, si on va répondre, si on vous envoie ailleurs, il va falloir négocier. Les choses imprévues sont très très difficiles à tolérer pour une personne autiste, donc le téléphone peut avoir un chirurgien qui va être le plus brillant au niveau de la vie même du monde et qui est incapable de donner un coup de fil pour prendre un rendez-vous. Donc c'est difficile d'accès, c'est aussi difficile de savoir comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du monde dans la salle d'attente, est-ce qu'on va me croire, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi d'y aller. Et donc toutes ces choses difficiles à prévoir, difficiles à envisager, font qu'en général la personne ne se rend pas chez le médecin, sauf vraiment en grande urgence.
Donc identifier, une fois, si vous pensez, si vous êtes en travers de la santé ou vous-même, se poser la question, mais est-ce que peut-être je suis sur le spectre autistique? C'est très important parce que ça va nous aider à comprendre mieux comment nous fonctionnons au niveau cognitif, perceptuel, social. Ça va nous aider à essayer d'apprendre des compétences que nous n'avons peut-être pas et qu'on peut apprendre, peut-être à éviter des situations dont on sait qu'elles sont particulièrement stressantes et difficiles. Alors vous m'avez entendu dire depuis le début une personne autiste et pas une personne avec autisme, et c'est quelque chose qui a changé notamment sous l'influence des activistes et des personnes autistes elles-mêmes, parce que quand vous dites une personne avec autisme, ça semblerait sous-entendre qu'on peut enlever l'autisme de la personne. C'est comme si vous disiez une personne avec homosexualité, ou une personne avec féminité. Or, l'autisme est inscrit, vous l'avez vu dans les gènes, de nouveau l'expression qui en ressort au niveau comportement, etc., peut changer, mais c'est là, on ne va pas enlever l'autisme. On peut essayer d'adapter et l'environnement et la personne. Mais donc, quand on disait on a un enfant avec autisme, ça laissait aussi aux parents l'idée qu'il y avait un autre enfant derrière qu'on allait trouver une fois qu'on allait enlever l'autisme. Et non seulement ça ne fonctionne pas comme ça, et ça a créé toutes sortes d'espoirs déçus et de sentiments à nouveau de honte. Peut-être que l'enfant ne faisait pas suffisamment attention, ne se forçait pas suffisamment. La neurodiversité, j'en ai parlé. Et donc, nous sommes tous neurodivers et on parle en général pour les gens qui ont TDAH, autisme, dyslexie, dyspraxie, etc. On parle de neurodivergence. Et là aussi, c'est quelque chose qui est en mouvement. Certains disent bipolaire, parce que ce n'est pas neurodivergent. Donc ça change, ça va changer d'ici l'année prochaine. Mais vous avez une idée des données de base. Et on pense donc que 10% de la population, au moins, a certaines neurodivergences. Tourette aussi fait partie de ces neurodivergences. Alors le diagnostic, le diagnostic c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui change en fonction de la société, de ce qu'on trouve qui semble pathologique ou pas, en fonction des chercheurs qui ont besoin de certains critères et qui ne veulent peut-être pas qu'on change les critères, qui veulent qu'on en examine d'autres, en fonction des sociétés de patients qui veulent qu'on change. Donc dites-vous bien que le diagnostic c'est très dynamique, et en plus quand on pose un diagnostic, on voit une personne à un moment donné dans sa vie, dans votre bureau ou ailleurs, et ce que vous allez voir peut changer bien sûr d'un moment à l'autre. C'est pour ça qu'une histoire longitudinale et une histoire demandée aux familles, c'est très important. Et donc, les choses changent. Et je vous mets Lombroso ici, qui est le père de forensique, de médecine légale. Et pour Lombroso, il y a combien de gauchers ici? Les gauchers. Et voilà. Pour Lombroso, les gauchers sont, c'était pas vraiment des pervers. Ils ne peuvent pas devenir médecins, ils ne peuvent pas devenir enseignants. En Russie, c'était toujours comme ça, jusque dans les années 70-75. Donc, vous avez une caractéristique. La médecine ici, il y avait un autre médecin qui avait publié beaucoup d'articles à Harvard au XIXe siècle en disant que les esclaves qui voulaient s'échapper, c'était une pathologie psychiatrique. Donc, le diagnostic est important, c'est un outil pour nous, pour voir ce qu'on va faire, pour parler ensemble de quelqu'un et de voir comment on peut aider cette personne, mais c'est certainement pas quelque chose qui a une valeur de vérité intrinsèque. Alors, par exemple, donc, on appelle maintenant les personnes qui ont à la fois, qui sont autistes et qui ont TDAH, on les appelle, les Anglais les appellent ODHD, autisme et ADHD. Bon, ben, avant 2013, il était interdit, impossible, c'était pas dans le DSM de considérer que quelqu'un avait les deux. On avait l'un ou l'autre. Et depuis 2013, maintenant on peut avoir les deux. Donc je veux juste vous montrer combien tout ça est subjectif. Alors les mots, bien sûr, sont importants. Ce que nous pouvons dire à nos patients, à nos amis, etc. Et quand il y a une perspective qui est essentiellement basée sur le déficit, eh bien sûr, ça influence à la fois les projets que vous pouvez avoir, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne, et ça influence la perception que cette personne a d'elle-même. Donc quand on considère exclusivement des déficits ou qu'on a un désordre, plutôt que de parler
d'une différence ou d'un handicap, on influence ce qui se passe. Et on a vu par exemple dans des études que les personnes qui considéraient qu'elles avaient un déficit et qui d'ailleurs parlaient de leur diagnostic des adultes, je suis une personne avec autisme, avaient un beaucoup plus grand risque de suicide que les personnes qui se considéraient, voilà, je suis autiste et c'est pas seulement un déficit. Donc, tout ça a une influence. Alors, je vous parle de ça puisque le DSM, qui est la Bible psychiatrique, qui change quand même régulièrement, quand on a changé ces critères, des critères intéressants, mais comme vous le voyez, presque tout est basé sur une idée de déficit. Et c'est quelque chose que les patients ont critiqué en disant, enfin, il n'y a que du déficit, il n'y a vraiment rien qu'on peut faire et qu'on peut utiliser pour que cette personne puisse quand même avoir une autonomie, étudier des choses, avoir un métier, avoir une famille. Alors, de nouveau, les choses observées chez les personnes autistes sont vues de manière extrême. Alors, ça peut arriver, bien sûr, tout ce que vous voyez là, mais tout est considéré comme un peu négatif, restreint, répétitif, stéréotypé, inflexible à la routine, restreint, figé. Tout ce que vous voyez là, si quelqu'un vous dit je pense que peut-être de l'autisme, peut-être autiste, et qu'ils vont lire ce qui se passe dans le DSM, c'est assez effrayant en fait. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on disait bien que ce n'était pas lié à un handicap intellectuel et que ça pouvait apparaître dans certaines circonstances, des situations de stress par exemple, ou des choses qu'on a plus de difficultés à faire ou à comprendre, ces difficultés vont être plus importantes forcément dans ces périodes difficiles. Donc il y a une notion de dynamique là. Et alors donc il y a deux choses dans le récit du déficit. Vous risquez de sous-évaluer des personnes, par exemple, pensez à Temple Grandin, qui ne parlait pas, qui avait des comportements effrayants parce qu'elle s'est fâchée, etc., entre autres parce qu'elle ne pouvait pas communiquer, et elle et beaucoup d'autres, on disait, mais il n'y aura rien à faire avec cet enfant, oubliez-le. Alors qu'à partir du moment où on n'a pas fait, on lui a donné des possibilités, c'est peut-être pas le cas avec tous les enfants dans ce cas-là, mais elle a pu devenir Temple Grandin. Le problème autre, c'est que vous risquez de sous-évaluer les difficultés d'une personne autiste qui n'a pas l'air d'être autiste, qui fait un boulot, qui a une famille, ou qui n'a peut-être pas de famille, mais qui voit des personnes, etc., qui a ses habitudes, personnes un peu différentes. Enfin, ça peut être difficile d'imaginer que dans certaines circonstances, lors de certains changements, on va voir, lors de stimulation sensorielle importante, lors de burn-out, cette personne en fait est en danger, n'est absolument plus capable de penser certaines choses, et que même si elle a l'air normale, elle a une neurologie qui la met plus à risque pour toute une série de choses, surtout si on ne comprend pas ce qui se passe. Alors les mouvements de neurodiversité ont dit, voilà, nous on voudrait bien montrer d'autres perspectives, entre parenthèses. Vous voyez ce dessin exquis d'une patiente qui a accepté que je l'utilise pour mes Diane. Donc on voit qu'il y a d'autres choses, bien sûr. Il peut y avoir de la rigidité, il peut y avoir des obsessions, s'intéresser seulement à une chose ou l'autre, mais tout ça peut être aussi utilisé, un intérêt particulier, ne faire que lire, regarder des films, s'intéresser à un sujet en particulier pendant des mois et des années. Ça peut vous empêcher parfois d'avoir une vie familiale, ça peut vous permettre d'avoir le prix Nobel. Donc des moments de concentration intense, il y a moins tendance à juger les autres. Un sens de la justice, je l'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire que si vous ne devinez pas immédiatement les règles du monde dans lequel vous vivez, souvenez-vous de la ville où vous êtes, vous ne connaissez pas bien ces règles, vous ne devinez pas ce qu'il y a entre les lignes, vous allez vous attacher d'autant plus à respecter et à suivre les lois qui sont exprimées. Donc, si je ne sais pas lire entre les lignes, si je ne sais pas deviner ce qui se passe, si je ne devine pas l'implicite que tous les autres ont l'air de connaître spontanément, je vais m'attacher d'autant plus à ces règles, ce qui est bien, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Alors, si vous grandissez dans un environnement où les règles sont, je ne sais pas, de tolérance, de justice, d'égalité, vous allez vous attacher à ces règles. Si vous évoluez dans un autre système en grandissant, qui va être un système d'apartheid, ou un autre système, religieux ou autre, ces règles vont devenir les règles, et une personne autiste
comme il y a cette rigidité, cette difficulté de changement, on va le voir, et la difficulté parfois à voir le contexte, va s'attacher à ces règles, et donc le sort de la justice peut être relatif. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, ce qui confirme un peu ce qui se passe, il y a des choses qui se passent là au niveau génétique, et donc on ne s'est pas changé, c'est qu'il y a une surreprésentation des populations LGBT dans la population chez les autistes, et pas un petit peu, hein. 16 à 20% des adultes autistes se reconnaissent gender diverse, c'est presque 10 fois plus que dans la population générale. C'est particulièrement marqué dans la population transgenre, où les personnes transgenres, il y a 10 fois plus de possibilités qu'elles soient autistes, et vice-versa. Alors vous pouvez voir comment il peut y avoir des problèmes. Par exemple, au Texas, si quelqu'un, même adulte, majeur, veut commencer le changement de sexe, une personne transgenre, on leur dit « mais vous êtes autiste, il faut d'abord guérir votre autisme, et puis on parlera du changement de sexe ». Donc il y a, entre parenthèses, une population à très haut risque de suicide, évidemment, en combinant les minorités et les différences. Alors, comment identifier? Parce que je vous parle de l'autisme depuis déjà longtemps, et on me dit, mais qu'est-ce que c'est en fait? Comment puis-je voir? Et on ne peut pas deviner ce qu'on n'a pas appris, là où on n'a pas appris à regarder, donc c'est le but un peu maintenant. Et on va regarder à différents niveaux. Vous avez compris maintenant que quand même bien connaître les antécédents familiaux, développementaux et personnels sont importants. Les antécédents médicaux sont importants aussi, on va voir pourquoi. Et nous allons examiner ce qui est différent entre une personne sur le spectre autistique et une personne qui ne l'est pas, en termes de perception, de motricité, de cognition et de langage et d'interaction sociale. Et puis je vais reparler de la double empathie. Et on va parler de ces moments où les émotions explosent ou se contractent, qui sont assez typiques d'une personne autiste en crise. Alors, cette différence en termes de perception a été ajoutée dans le DSM-5, elle n'existait pas avant, et poussée par les cliniciens, par les autistes eux-mêmes, et c'est quand même quelque chose qui est là toute votre vie, et comme vous le voyez, c'est présent dans 82 à 97% des personnes autistes. Donc, examinez quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous discutez de son passé, etc., et de chercher, alors ça peut être, on va voir, ça peut toucher beaucoup de domaines, mais ces différences sont présentes et sont présentes tout au long de la vie. Donc quand vous essayez de faire des diagnostics différentiels, c'est très important de savoir si cette hypersensibilité est peut-être suite à un trauma ou était déjà là dès l'enfance. Une autre chose extrêmement importante, c'est de voir que les personnes sur le spectre autistique n'ont pas d'habituation. Donc s'il y a un bruit tout à coup, s'il y a un clic assez important ici, pour un certain nombre de personnes, après 5 minutes, on n'entend plus, on s'habitue. Chez l'autiste, ça ne marche pas comme ça. On ne s'habitue pas. Donc quand vous avez les lumières, quand on dit à quelqu'un « tu vas t'habituer, regarde devant tes yeux, ça va aller », etc., ça ne fonctionne pas. Pourquoi c'est important aussi en tant que soignant en santé mentale? Parce qu'il y a quand même beaucoup de thérapies, d'exposition, où on se dit, si on expose la personne à ce dont elle a peur, ça va passer. Ça ne passe pas, ça vient de la torture. Dans les thérapies pour trauma, même chose. Il y a des exposures, on expose la personne au souvenir du trauma, etc. Ça marche très très bien chez certaines personnes. Si vous faites ça chez une personne qui est autiste, il y a de grands risques que vous alliez la retraumatiser parce qu'on ne s'habitue pas. Donc ça ne va pas passer. Comme vous voyez aussi, il y a beaucoup plus d'influx perceptifs. On sait qu'il y a probablement plus de neurones, plus de connexions, etc. Donc la personne autiste, en général, à certains niveaux, peut recevoir beaucoup plus d'influx perceptifs qu'une personne qui ne l'est pas, ce qui explique aussi pourquoi il faut plus de temps pour transformer ces inputs en pensées, etc. Et donc, vous avez ça souvent, des personnes pour qui il faut un certain temps. Vous posez une question, et il faut un certain temps pour répondre. Et c'est pas parce que la personne n'écoute pas, c'est parce qu'il faut plus de temps pour traduire ce qui a été dit, parce qu'en fait, on reçoit plus d'informations, on a plus d'informations à traiter. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu ne me regardes pas dans les yeux? On sait maintenant, en tout cas une des raisons pour lesquelles c'est difficile,
pour les personnes sur le spectre de regarder dans les yeux, c'est que, comme vous le voyez, les études ont montré l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie du cerveau qui est le centre de la peur, et que si on force quelqu'un qui est autiste à regarder dans les yeux, eh bien son amygdale s'active. Donc regarder quelqu'un dans les yeux, c'est littéralement quelque chose qui fait peur, qui vous stresse, qui vous met en état d'alerte. Et donc si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un, cette personne autiste va vous dire, si je te regarde dans les yeux, je peux te regarder dans les yeux, mais je n'ai rien à entendre de ce que tu me dis, parce que je suis tellement concentrée à faire ça, que je ne sais pas utiliser mes autres fonctions. 30 choses que je fais, parce que vous imaginez que j'ai beaucoup de patients sur le spectre maintenant, c'est une des premières choses que je dis quand la personne s'assied ou quand je les vois en télepsychiatrie, c'est que vous n'avez pas besoin de me regarder dans les yeux. Ça ne veut pas dire que la personne ne va jamais vous regarder dans les yeux, évidemment. Mais c'est quelque chose qui va être influencé par ce qu'on dit, par le setting, par se trouver en confiance, etc. Alors la prosopagnosie, le fait qu'on ne reconnaît pas le visage, c'est aussi très fréquent, de 30 à 40% chez les personnes sur le spectre. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on ne peut pas reconnaître le visage, peut-être parce que le visage change constamment, ce que certaines personnes peuvent percevoir, parce qu'on a remarqué qu'ils peuvent par contre se souvenir de lunettes, de boucles d'oreilles, de choses qui ne changent pas, et reconnaître la personne comme ça. On développe toutes sortes de techniques, bien sûr, pour compenser. Alors au niveau de l'audition, vous voyez, on voit de plus en plus, il n'y a pas que les autistes d'ailleurs, mais des personnes qui ont des casques anti-bruit, parce qu'il y a une très grande sensibilité au bruit, et comme on ne s'habitue pas, et ça vous empêche de penser, ou ça augmente votre fatigue émotionnelle, c'est très important de se protéger pour ça. C'est aussi, il n'y a pas d'habituation, et puis il y a bien sûr aussi des personnes qui ont des capacités d'écoute, et par exemple au niveau de la musique, et de créer toute une série de choses qui sont exceptionnelles. Alors, c'est aussi important, c'est que parfois, une personne autiste n'entend pas la tonalité, les changements de tonalité chez l'autre, pour ça qu'il peut y avoir des difficultés, mais aussi n'entend pas nécessairement sa propre voix. Donc on peut par exemple avoir la capacité de donner une tonalité, je vais le faire pour essayer de vous intéresser, et de rendre ceci vivant, mais il y a des personnes qui ne savent pas, donc ils ne connaissent pas leur ton. Ça veut dire aussi que parfois ils vont dire quelque chose à quelqu'un, on va dire enfin pourquoi est-ce que tu me cries comme ça, parce qu'on n'a pas non plus aussi nécessairement le sentiment de l'art, on ne sait pas si le son qui sort est très élevé ou très bas. Donc il y a une difficulté là qui ajoute bien sûr potentiellement aux difficultés sociales, d'interaction sociale, partout, en famille, au travail, et où parfois ces différences neurologiques sont traduites ou interprétées comme un manque de bonne volonté ou un manque d'attention. Même chose au niveau de l'odorat, du goût, vous pouvez avoir des chefs fabuleux, et des personnes qui goûtent les vins, les parfumeurs, et vous pouvez avoir aussi quelqu'un au travail qui ne peut pas supporter que vous ayez du parfum, même si vous travaillez 3 bureaux plus loin, il y a des difficultés qui sont telles. Il y a une patiente avec qui je travaille, la famille ne peut pas cuisiner à l'intérieur de la maison. En tant qu'en Californie, on peut cuisiner un peu dehors, mais ça crée littéralement quelqu'un qui était à l'UNIF, qui a travaillé, puis qui n'a plus su, et qui ne peut pas, qui a des crises on va parler de meltdown, des crises de nerfs si vous voulez, qui ne peut pas supporter l'odeur de cuisine à l'intérieur de la maison. Le toucher aussi, de nouveau, vous avez des hypersensibilités et des hyposensibilités. Ça crée évidemment beaucoup de problèmes au niveau des examens physiques, au niveau des relations intimes. Par exemple, il y a des personnes ce sont des fibres différentes, qui peuvent supporter un contact fort, une pression forte. Ça va d'ailleurs parfois soulager, c'est pour ça qu'on vend tellement de couvertures lestées maintenant, mais qui ne peuvent pas tolérer du tout ce qui serait une caresse, mais on va faire quelque chose de gentil, et qui va être vraiment vécu comme une brûlure ou comme un choc. Et de nouveau, des problèmes au niveau de la perception de la douleur, des problèmes qui sont compliqués, on va le voir par le grand nombre de maladies auto-immunes qu'on peut développer avec le stress et avec l'âge. Et donc, il y a à la fois parfois des sensations de douleur qui vont être extrêmes, alors qu'on n'a pas l'impression qu'on a vraiment qu'il y a quelque chose qui justifie, entre guillemets, cela, ou au contraire une incapacité à percevoir la douleur ou à la différencier. Et on parle ici, je vais parler un peu plus de l'alexithymie, oui. Donc il y a une difficulté à différencier ce qui se passe à l'intérieur, et on parle d'alexithymie. On est capable de mettre en mots et de percevoir ce qui se passe, alors qu'il n'y a pas que chez les personnes autistes.
mais il y a souvent chez les personnes autistes. Et comme vous voyez ici, c'est une amie dont j'ai repris la dia, quand vous avez des choses, vous n'avez pas ce problème de l'alexithymie, vous pouvez quand même identifier ces différentes formes de sensations et d'émotions. Quelqu'un qui a un problème d'alexithymie, tout est mélangé. Et donc c'est très difficile d'expliquer à un soignant, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur, émotionnellement ou physiquement. Alors, avec un système sensoriel qui est tellement sensible et qui ne s'habitue pas, on peut s'imaginer que dans certaines circonstances, je pense par exemple maintenant où tout le monde travaille sur des plateaux avec de la lumière, avec du bruit, etc., ça devient invivable, ça te prend une charge de fatigue, une charge émotionnelle énorme. Comment voit-on que la personne est en souffrance? Il y a une augmentation de l'estime. L'estime, c'est toute une série de choses qu'on fait. On se gratte, on prend tous les outils pour stimuler, c'est un chant, on bouge, on a toute une série. Il y a le flapping, mais quand on a grandi, en général, on a trouvé quelque chose d'autre à faire. Donc ces signes d'une anxiété qui augmente apparaissent. On peut devenir plus agité, mais on peut aussi, on parle plus vite, on peut être en colère, mais on peut aussi se retirer dans le mutisme et avoir un comportement où on ne sait plus communiquer. Et tous ces comportements-là, évidemment, peuvent être, soit au sein d'une famille, ou soit au sein d'un service d'urgence, interprétés comme quelqu'un qui ne veut pas parler, qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas être aidé, etc. Alors que littéralement, la personne n'est plus capable de communiquer à ce moment-là. Et on va voir ce qu'on peut faire pour aider. Alors, je vous ai parlé de ce que c'est aussi un trouble moteur, donc pensez à l'articulation de la parole, des difficultés de coordonner les mouvements, des difficultés au niveau de l'écriture, qui est très apparent, et tout ça qui aussi peut s'améliorer avec le temps, pas toujours. Et ce qu'il faisait dire à une patiente, c'est quand même incroyable qu'un psychiatre ne puisse pas voir qu'une personne est autiste, alors que n'importe quel harceleur dans une cour de récréation va tout de suite repérer cet enfant-là. Et c'est vrai, donc il y a des différences, encore une fois, des différences différentes, mais ce sont toutes des choses auxquelles il faut faire attention. Ça veut dire aussi qu'il y a des sports qui ne sont pas possibles, alors que certains sports, avec beaucoup de répétitions, avec de la concentration, etc., comme du golf-poids, la personne peut être en fait extrêmement bonne à ça. La proximité, c'est aussi très fréquent que la personne se cogne à vous, se cogne à un poteau, se cogne à quelque chose. Il y a une difficulté à se percevoir dans l'espace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des études, on en parlera tout à l'heure. Et la catatonie, donc quand c'est fort apprécié par un certain nombre de patients, on va voir que beaucoup de patients autistes ont aussi le syndrome d'Ehlers-Danlos, où vous avez une hyperflexibilité ligamentaire, et donc on peut se dire que pour une jeune fille qui utilise la danse, un jeune homme d'ailleurs, comme style, une manière de se calmer, c'est apparent parce qu'on en souffre plus tard, mais l'hyperflexibilité peut être un atout. Et donc la catatonie, donc quand même on parlait au départ, il y a un siècle, la catatonie était associée surtout à la schizophrénie. Donc la catatonie, c'est quand des personnes sont comme paralysées, ne bougent plus, ne parlent plus, enfin vous soulevez leurs bras quand ils sont couchés, le bras reste comme ça. C'est un vieux signe psychiatrique qui a disparu parce qu'on utilise des médicaments pour toutes sortes de choses. Et au départ, on a associé la catatonie avec la schizophrénie. Et puis, à 20-30 ans, on l'a associé au trouble bipolaire. Donc, c'était plutôt un signe qu'on trouvait les troubles bipolaires. Et puis maintenant, on voit que des études ont été faites, montrent 10 à 20% des patients peuvent avoir un épisode de catatonie. Donc la personne non seulement ne parle plus, mais peut ne plus bouger. De nouveau, vous imaginez que vous avez un comportement, une démarche un peu bizarre, la police vous demande ce que vous faites dans la rue, vous êtes noir, vous ne savez pas répondre, vous avez peur, vous paralysez, on vous touche. C'est incroyablement effrayant, ça peut tourner très mal, c'est ce qui est arrivé à un jeune homme comme ça il y a 10 ans, maintenant 5-6 ans, qui revenait d'avoir été faire des courses, il avait son casque. Aux États-Unis, la police lui demande de s'arrêter, le touche, il a un meltdown, il éclate, et on lui fait des injections de kétamine, 1, 2, 3, 4. Et le jeune homme, et une des dernières choses qu'il dit, c'est sur Internet, c'est « Excusez-moi, je ne sais pas m'exprimer bien, je suis autiste ».
et on lui donne toutes ces injections, et le jeune homme mort, il y a 19 ans, il jouait du violon dans les abris pour les animaux abandonnés. Donc, il y a des conséquences à toutes ces choses, il y a des conséquences au fait que les soignants ou la police ne comprend pas les réactions de quelqu'un. Donc, pouvoir le dire, j'ai dit tout à l'heure, il y a des difficultés parfois liées au volume, trop faible, il y a des difficultés à interpréter le ton de la voix, et puis il y a toutes ces personnes qui ne sont pas à même de verbaliser, de parler, pour des raisons neuromusculaires. Certains qui vont commencer, Einstein, Virginia Woolf, c'est bien connu, ont commencé à parler à 4-5 ans. Il y a des personnes qui commencent à parler parfois à 14 ans. Un collègue, l'Autistic Doctor International, a commencé à parler à 14 ans. Donc, encore une fois, quelqu'un qu'on n'a pas institutionnalisé, qui a fini par faire des études de médecine. Donc, il y a cette difficulté-là qui peut parfois changer, et puis il y a des personnes pour qui ça ne change pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que grâce à des outils, et de nouveau surtout des mères, des pères, qui permettaient de travailler avec leur enfant, parce qu'il y a des problèmes de dyspraxie, et une lettre à la fois d'écrire ce qui se passe à l'intérieur, et de se rendre compte, on a maintenant de nombreuses biographies, qu'il y a bien quelqu'un à l'intérieur, que cette personne souffre. Le dernier, il vient de sortir le mois dernier, que j'ai entendu en chemin ici, Upward Bound, ce jeune homme, décrit ce qui se passe dans la chronique c'est on est lié pour aller mieux, et en fait c'est un endroit où des enfants, des adultes plutôt, avec différents handicaps sont mis ensemble, ne communiquent pas, il n'y a aucun espoir, et on considère qu'il n'y a rien qui se passe, qu'ils n'observent pas, et ce jeune homme fait une observation très affûtée de tout ce qui se passe. Donc ne pas sous-estimer, et cette personne ici, Elisabeth Banker, est une de mes héroïnes, cette jeune femme aussi qui ne parlait pas, qui a réussi à communiquer, qui a fini ses études de lycée, qui a fini le collège et qui maintenant a créé, c'est ça le signe, qui a créé une ASBL où elle veut donner au plus d'enfants non-verbaux possible la possibilité de communiquer. Donc il y a beaucoup d'entre elles, et j'ai assisté à certaines de ces conférences, entre guillemets, par le travers d'une machine, c'est extrêmement bouleversant. Alors, le mot autisme, le mot spectre est un problème, je l'utilise, mais parce qu'en général, quand on pense à spectre, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas une idée tout à fait juste de comment l'autisme peut s'exprimer, on avait une idée qu'on était très autiste, pas trop autiste, presque pas autiste, qu'il y avait des variations comme ça linéaires. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme vous avez vu, on va regarder les sensorialités, les cognitions, etc. Ce qui se passe, c'est que vous avez certaines compétences qui peuvent être absolument extraordinaires, certains aspects de la mémoire, on va retenir toutes les grilles, les horaires de train pendant 5 ans, comme Raymond. Et puis vous avez d'autres compétences qui sont très très basses, où on n'est pas capable de retenir quelque chose, de comprendre, de tout ce qu'on fait dans la test neuropsychologique, d'assimiler, d'imaginer des choses. Et donc, ce n'est pas tellement un spectre auquel nous avons affaire, mais comme vous le voyez ici, un peu comme une table de mixage, avec certaines compétences qui sont très bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Alors évidemment, et comme vous le voyez ici, vous avez ici une personne autiste avec des compétences excellentes et d'autres qui ne sont vraiment pas bonnes, alors qu'une personne non autiste, tout est à peu près au même niveau. Alors pourquoi est-ce que c'est important? On peut se dire que si quelqu'un a une compétence, très bonne compétence au niveau verbal, il peut être au percentile, donc 99, 98, vraiment une très très grande compétence à ce niveau-là, peut s'exprimer remarquablement, et puis peut être incapable parce qu'une difficulté avec les changements, une difficulté avec donner un coup de téléphone, la petite habilité, va être à un percentile, donc une compétence de 20%, de 30%. Mais évidemment, c'est difficile pour l'entourage de comprendre que quelqu'un qui est tellement bon à quelque chose soit incapable de faire quelque chose d'autre qui a l'air très simple. Et donc, on a tendance à surestimer ces personnes. Donc, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants qui vont être très bons dans certaines choses, à mémoriser, à étudier, etc., à être concentrés, et puis ils vont être absolument incapables de tolérer la moindre lumière, le moindre bruit, les changements de classe, des choses comme ça, qui vont rendre l'école absolument intolérable.
Et c'est difficile à comprendre puisque ça a l'air d'être un ou une bonne élève. Donc c'est très important quand vous pensez à ça. De la même manière, les personnes dont je parlais juste avant, qui ont l'apparence d'avoir un handicap intellectuel, qui n'arrivent pas à communiquer verbalement, qui n'ont pas cette compétence-là, et qui peuvent être brillants quand ils se mettent à écrire quelque chose. Donc, dans si penser à l'étape de mixage, pensez que ce n'est pas vraiment un spectre continu. C'est quelque chose avec d'énormes variations. Ça, c'est l'intérêt évidemment des tests neuropsychologiques bien faits, c'est qu'on peut voir là où vous avez vos forces et là où vous avez les choses plus difficiles. Le problème, c'est que je pense partout dans le monde, il y a 2 ou 3 ans de liste d'attente pour faire ces tests. Et aux États-Unis, pour vous donner une idée, ça coûte $7 000. Alors, donc quand on essaie de penser à la cognition, de comment le système fonctionne, là, vous pouvez un peu comparer. Il y a des gens qui travaillent avec Windows et il y a des gens qui travaillent avec Mac. Maintenant, il y en a qui vont travailler avec Linux. Donc on a un système intérieur pour intégrer l'information, pour comprendre les choses, etc., qui est différent. Il y a une capacité, par exemple, d'hyperconcentration. Quelqu'un qui peut se concentrer, je prends l'exemple du chirurgien ou d'un écrivain, quelqu'un qui va écrire ou travailler pendant 12, 20 heures de suite, complètement oublié, qui doit manger, qui doit aller aux toilettes, etc. Mais quand il faut changer de tâche, quand on doit passer à quelque chose d'autre, c'est extrêmement difficile. Donc ça, en soi, c'est un problème. Mais pouvoir se concentrer, ça peut être un super pouvoir, entre guillemets, si vous faites ça peut-être une fois ou deux, mais de ne pas aller aux toilettes, de ne pas vous nourrir, de ne pas dormir, ça a évidemment des conséquences dévastatrices pour votre santé mentale et pour votre santé physique. Mais la personne ne le sent pas nécessairement. Le perfectionnisme, ça peut être bien, ou bien il peut y avoir la procrastination et ça devient vraiment un handicap. Il y a quelque chose qui est très particulier, qui est cette reconnaissance, cette capacité d'identifier les schémas, c'est assez connu, la capacité de faire des liens entre des choses d'une manière qui est supérieure à ce que une personne autiste peut faire. Il y a des processus d'apprentissage idiosyncrasiques, donc inhabituels. Ça peut créer aussi des problèmes à l'école. Vous avez un prof de maths qui vous apprend à faire un problème et qui vous donne ce problème. Et enfin, on doit étudier comment on est arrivé à la solution. Et un enfant autiste peut dire « Ah oui, la solution, c'est ça ». Il peut avoir pris tout à fait une différente route où là ne va pas nécessairement être capable d'expliquer, et on ne va pas croire que l'enfant est capable de résoudre le problème. Donc ce sont des différences. De nouveau, ça peut être un avantage, ou ça peut être utilisé contre vous. Il y a des difficultés avec la mémoire épisodique et la mémoire autobiographique, les souvenirs liés aux émotions. C'est difficile ils ne sont pas enregistrés aussi bien que des mémoires de faits. Donc, vous pouvez quelqu'un qui aura une mémoire des faits de toutes les dates, c'est excellente, mais quand il veut raconter ce qui lui est arrivé, c'est très difficile, surtout si vous ne donnez pas des questions qui aident à penser. De nouveau, c'est très important en thérapie. Une thérapie où on attend que la personne autiste se mette à parler et nous dise ce qui leur passe par la tête, c'est impossible. Il est vraiment important d'amener des questions. De nouveau, avec la police, ça peut aussi être un gros problème. Alors, trop tard, vous l'avez vu. Je vais vous dire ici, donc, quelque chose de classique pour les personnes autistes, c'est qu'en général, les personnes voient la forêt et que la personne autiste tend à voir d'abord l'arbre. Comme je dis parfois, s'il y a un ours derrière l'arbre, c'est bien que quelqu'un de la tribu l'ait repéré. Donc je ne sais pas s'il y en a un qui est bien et un qui n'est pas bien. Et on peut de nouveau apprendre à faire les deux. Et c'est clair que chez la personne autiste, il y a ce détail. Et on commence en général par le bas, on a une pensée ascendante. On regarde les détails et on construit à partir de ça. Alors ça peut avoir un avantage, c'est que quand vous faites ça, vous êtes moins influencé par le contexte global. Donc Temple Grandin disait, mais nous au moins on est moins influencés par la publicité, etc., parce qu'on va des briques au mur. Mais bien sûr, parfois le mur est prêt à s'effondrer. Si vous regardez seulement certaines briques à un certain endroit, vous n'allez pas voir que le mur tombe. Donc de nouveau, et quand on travaille, on apprend et on essaie de voir avec la personne qu'il était important d'avoir ces différentes perspectives. Donc, il y a, et on le voit, et donc il y a dans toutes les, quand on a collègue Fitzgerald a regardé qui pouvait être Asperger ou autiste dans les artistes, etc. James Joyce
Beckett et Lewis Carroll font partie. Vous allez voir pourquoi. Le style en général, il y a des études faites à Bruxelles récemment aussi. La manière dont on associe les idées, la manière dont on considère les choses, en étant extrêmement littéral, avec un amour des mots, fait d'ailleurs qu'on appelait Asperger parler de ses enfants comme des petits professeurs. On dit qu'ils sont pédantiques, ce qui mérite un peu, parce qu'il faut dire simplement que ces enfants ont l'amour des mots et un vocabulaire très riche, sans nécessairement ils ne comprennent ce que le mot veut dire. Il y a certainement quelque chose au niveau de l'expression, au niveau des associations, on pourrait passer 2 heures rien que là-dessus, qui est différent chez les personnes autistes. Vous voyez aussi Lewis Carroll au niveau du type d'imagination. Les associations sont littérales, ça, la littéralité c'est très important, logique, concret. Donc si vous êtes à propos des sensorialités, on demande à quelqu'un, est-ce que les étiquettes dans votre pull vous dérangent? Est-ce que vous avez cette sensibilité au niveau de la peau qui est vraiment difficile? Et donc la question serait, est-ce que les étiquettes de vos pulls vous dérangent? La personne dit non. Donc on se dit, bah, ça va, c'est pas un problème. Si vous posez la question un peu plus intellectuelle, est-ce que vous coupez vos étiquettes? Ah bah oui, je coupe les étiquettes parce que ça me dérange. Donc, de la même manière, si vous êtes dans urgence et que quelqu'un a une très grande perception du bruit et des sons, et qu'on demande à la personne si elle entend des voix, sans préciser, bah, elle peut vous dire oui, en effet, parce qu'il y a des voix 4 chambres plus loin. Si on s'arrête là, de nouveau, vous voyez les erreurs diagnostiques qui peuvent survenir. Donc il y a une manière de penser différente, il y a une difficulté à tolérer le manque de précision. Je viens de quelqu'un qui avait fait un meltdown parce que son épouse lui avait dit « Viens me chercher, le train arrive à 4h30 ». Et puis elle arrive et il est en rage et elle dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que le train arrive à 4h30 ». Ben oui, il est 4h30 et le train est arrivé à 4h27. Comment ne m'as-tu pas dit que c'était à 4h27? Donc vous voyez de nouveau les difficultés de communication, des choses qui ne paraissent pas importantes pour certaines personnes et puis qui le sont pour d'autres. La répétition des collalies peut être aussi faite pour se calmer, et les instructions en général, une des accommodations, des aides au travail qu'on peut apporter, c'est d'être sûr que les explications sont écrites et très claires, parce qu'il y a moins de risque de confusion. Rappelez-vous, les personnes autistes ne lisent pas l'implicite. Alors, donc je vous donne déjà quelques éléments qui font penser que peut-être il y a des problèmes au niveau du travail, au niveau d'une famille, au niveau d'une relation amicale ou amoureuse, puisqu'on croit qu'on parle le même langage, on utilise les mêmes mots, mais on ne les utilise pas de la même façon. On va essayer encore plus quelques d'autres exemples. Les personnes autistes en général détestent ce qu'on appelle les chit-chats, ces conversations qui aident d'autres personnes à socialiser, quand on a affaire au travail, on parle du temps, d'autres choses complètement mais qui aide aux personnes à se sentir en communication, et où la personne dit aussi, c'est quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui peut un peu s'apprendre, mais qui ne fait pas sens, et qui est très stressant, puisqu'on ne sait pas de quoi on va parler. Par contre, si vous posez des questions sur son intérêt particulier, là, la personne peut commencer à parler, ne pas se rendre compte qu'il est bien d'alterner quand on a une conversation, parler pendant 40 minutes et se demander pourquoi tout le monde s'en va. Une autre caractéristique, c'est d'être brutalement honnête. Je vous ai mis le fou du roi là, parce que je me demande quand même combien d'entre vous n'étaient pas autistes. C'est de dire que le roi est nu, c'est quand on vous demande de répondre honnêtement, la personne autiste va le faire. Alors que, tu trouves que j'ai maigri? Absolument pas. C'est pas vraiment la réponse attendue. Et puis si quelqu'un se fâche, en effet, on se dit, mais en fait, tu m'as demandé de dire ce que je pensais, je te le dis. Même chose, c'est pour ça que vous avez beaucoup de lanceurs d'alerte au travail, où des personnes se rendent compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme les règles, et vont en parler, alors que tout le monde part à 4h25, pas à 4h30, et comment est-ce possible? On va en discuter, ça ne va pas dans les règles. On peut se faire ainsi pas mal d'ennemis. On peut aussi être un employé extraordinaire, parce qu'on repère toute une série de choses utiles, et on va être honnête, on va lire, alors que d'autres ne le font pas. Ça dépend du milieu où vous travaillez. Au sens de la justice, j'en ai parlé. Alors c'est difficile. Difficulté avec le sarcasme. Maintenant, vous avez de grands comiques. Moi, il y avait Corallon, il y a Anna Gatsby en Australie, où cette manière de parler de manière littérale, de dire les choses comme elles sont, etc., a un effet comique. Moi, si c'est votre travail, vous pensez au fait de confronter les gens comme Greta Thunberg à parler quand même devant tous les pays de l'ONU en disant oui, vous voulez du climat, bla 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 bla,
Il faut quand même oser, et elle n'a pas osé. C'est comme ça qu'elle communique. Et donc, les autres difficultés, c'est de ne pas savoir demander de l'aide. Et l'autre problème, c'est de ne pas nécessairement voir que quelqu'un a besoin d'aide. Et c'est une des raisons où on dit qu'il n'y a pas d'empathie. C'est parce que, rappelez-vous, c'est difficile de lire l'implicite. Donc si, je ne sais pas moi, je tombe et une personne autiste me dit « ça va ?» et je me fais très mal, et ça se voit sur mon visage, on peut-être pas noter, elle me dit « ça va ?» et je vais dire poliment « oui, ça va ». « Ok alors », et il part. Donc, et peut être de nouveau perçu comme quelque chose qui n'est pas correct. Et puis si tu dis, mais enfin, c'est quand même incroyable, j'aurais bien voulu que tu viennes près de moi, etc. Il dit, mais tu m'as dit que ça allait. Donc, ce n'est pas un manque d'empathie, c'est un problème de communication. Alors, les genres, il y a aussi évidemment, comme vous avez vu au départ, l'autisme Asperger était considéré comme être plus le fait d'hommes blancs, parce que c'était ceux qu'on étudiait, les petits garçons. Donc il y a des progrès à faire au niveau de tout, je travaille aux États-Unis, donc toutes les communautés hispaniques, noires, asiatiques, etc., où quand un enfant avait des problèmes de comportement liés au fait d'être autistique, on les considérait comme des difficiles, avec des comportements explosifs. On leur donnait de l'alcool. Si c'était un enfant, le fils d'un ingénieur, avec des comportements comme ça, on se disait, tiens, il y a peut-être Asperger, on va peut-être faire quelque chose de différent. Donc, la même chose avec les genres, les femmes, si vous pensez comment on éduque les enfants, on va peut-être être plus tolérant pour des comportements un peu inhabituels chez un petit garçon, on a tendance à pousser la socialisation chez une fille, tu regardes, regarde dans les yeux, tu fais ça, et on va lui donner plus d'informations. Il y avait un peu de thérapie cognitive d'une certaine manière, et de la manière dont on traite leurs différences sont différentes. Et un autre exemple, c'est que on va parfois utiliser comme élément diagnostique un petit garçon qui collectionne les trains. Et si la petite fille aligne ses Barbies et regarde ses Barbies, c'est une petite fille. Donc on ne va pas interpréter les choses de la même manière. Alors, oui, c'est aussi très important. Donc, on va avoir beaucoup plus d'abus sexuels, puisque quand vous êtes assez naïf, vous croyez les choses, être concret, vous n'imaginez pas qu'il peut y avoir des raisons cachées, etc., vous êtes beaucoup plus à risque pour les harcèlements et pour d'autres personnes qui vont abuser, entre autres d'abus sexuels. Et comme vous le voyez, les chiffres qui sont déjà horribles pour les femmes de la population générale, 30% d'abus sexuels, l'histoire d'abus sexuels, c'est 15% pour les hommes. Chez les femmes autistes, c'est le double. Donc vous avez, quand vous voyez quelqu'un, en plus de toutes les difficultés de communication, il y a aussi souvent une histoire traumatique. Alors, les empathies, donc on a parlé tout à l'heure d'empathie, de double empathie, du fait que les autistes, pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait rien à l'intérieur, qu'ils ne ressentaient rien, qu'ils n'exprimaient rien, qu'il n'y avait pas d'empathie. Alors, on a quand même distingué des cas, deux types d'empathie. L'empathie cognitive, qui fait que si je tombe, même si je dis que je n'ai pas trop mal, si quelqu'un qui peut être un total psychopathe, qui n'en a rien à faire que je vais mal, mais veut que je sois gentil avec lui, va me dire « Oh mon Dieu, tu es tombé, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Donc il y a cette empathie cognitive, ça, en sachant un peu ce qu'il faut dire, ce qui se passe, en imaginant ce qui se passe chez l'autre, même si je ne le dis pas. Et puis il y a l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire la réaction émotionnelle. Cette personne à qui ça lui s'en fiche, que je sois tombé, que je me sois fait de mal, mais il veut m'utiliser pour d'autres choses. Alors que si vous dites, si je dis à la personne autiste, je suis tombée, j'ai vraiment très mal et j'ai besoin de ça, va se dévouer, va elle-même parfois sentir ces douleurs, parce que ce qu'on a découvert, notamment dans les recherches en neuroimagine, c'est que de nombreux autistes, pas tous, et puis il y a des autistes psychopathes, il y a des autistes schizophrènes, il y a des autistes de toutes sortes, comme il y a des non-autistes de toutes sortes, mais on a vu que pour un grand nombre de personnes autistes, il y a de l'hyper-empathie, qui en parenthèse s'étend aux animaux et aux objets.
Et très souvent, quand vous travaillez avec ces patients, ils sont très très préoccupés par ce qui se passe aux animaux. Ils en général n'aiment pas du tout de regarder des films où il y a des violences parce que c'est intolérable de voir ces souffrances et ces violences. Souvent une question intéressante à poser. Donc les autistes en général ont des niveaux élevés d'empathie affective et émotionnelle. Donc ceux qui ont des niveaux qui sont en effet, qui ont appris, qui ont observé, qui ont lu, qui ont regardé des films et qui voient que quand quelqu'un tombe, même s'il nous dit que ça va, il faut quand même voir que c'est possible qu'ils aient mal. Cette empathie cognitive est quelque chose que vous pouvez apprendre, mais ce n'est pas quelque chose qui vient spontanément. Alors, l'autre chose, je parlais tout à l'heure de David Hamilton, ce qu'il a découvert qui a quand même changé la manière dont on regarde comment les personnes autistes interagissent, eh bien, ce qu'il a découvert, c'est que quand, en effet, autistes et non-autistes, donc personnes avec des neurotypes différents interagissent, avant on pensait que c'était simplement la personne autiste qui ne comprenait pas. Et puis on se rend compte évidemment maintenant, et on a des études qui ont confirmé ça dans tous les sens, que ce qui est difficile, c'est que deux personnes d'un neurotype différent, quand elles communiquent, elles ont plus de difficultés, comme deux personnes de cultures différentes, de langages différents. On peut apprendre le langage, on peut apprendre un peu la culture, mais on aura probablement toujours un accent, et il y a des choses qui ne viendront pas spontanément. Donc, chez la personne autiste, tout cela peut avoir bien sûr des difficultés, notamment au niveau des changements émotionnels, de ne pas pouvoir dire ce qui se passe autour de soi, dans la pièce, avec d'autres, entraîne un tas de problèmes un peu traumatisants, de ruptures, et peut faire qu'on se replie sur soi, rappelez-vous ce que j'ai décrit au départ. Des situations qui peuvent déclencher beaucoup d'émotions, on va voir ou bien de retrait, ou bien des comportements un peu explosifs, sont des situations notamment où il y a un manque de prévisibilité. Donc ce qui aide la personne autiste, c'est que les choses soient prédictives, que les choses se passent comme on a dit qu'elles allaient se passer. En général, on vient de le savoir à l'avance. Il n'y a rien de pire qu'un changement de dernière minute, qu'une surprise. Tout ça, c'est épouvantable parce que tout à coup, il faut complètement qu'on change la manière dont on s'était préparé. Et ces changements, rappelez-vous, sont difficiles. Il y a un manque de flexibilité à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez avoir... Je me souviens d'une patiente qui voulait travailler et qui m'a raconté simplement comment elle devait aller manger avec l'UNIF, devait aller manger avec des amis. On avait dit qu'on allait à telle heure à ce spectacle, à telle heure au restaurant. Elle avait repéré que dans le restaurant, il y avait des plats végétariens, que de cette heure-là, elle avait le temps de marcher, donc elle a tout préparé. Et elle arrive et ses amis lui disent « Ah non, on a décidé d'aller voir un autre film, on ira dans un autre restaurant. » Et c'était la fin de sa soirée, c'était on dirait une crise de nerfs, elle rentrait chez elle en sanglots. Et évidemment, si on ne comprend pas pourquoi ce changement est si difficile, on va se dire « Enfin, elle est folle, qu'est-ce qui se passe ?» Pour elle, c'était une fille qui fonctionne très bien, qui fait des études de psycho, etc. Mais ce changement était intolérable. Elle avait tout préparé pour avoir l'air normal, comme tout le monde, et le plan change à la dernière minute, comme je lui ai dit à ce moment-là. Comment me dire que vous êtes autiste sans me dire que vous êtes autiste? Je veux dire qu'en une ou deux anecdotes, vous avez quand même beaucoup d'éléments d'information. La surstimulation sensorielle est aussi très difficile, donc les changements soudains, les changements de routine. Quand vous avez quelqu'un à l'hôpital qui est autiste, qui aime bien la précision, qui aime bien les routines, et on dit vous avez vos médicaments à 10h, et la personne vient à 10h, et non, vous êtes occupé, et à 10h10 alors, ok, on vient à 10h10, et vous n'êtes toujours pas prêt à donner les médicaments, tout change, vous pouvez avoir une réaction violente de ce patient, vous disant qu'est-ce qui se passe, on va lui donner les médicaments de toute façon. Donc ça aide aussi à interpréter certains comportements qui ont l'air de ne pas avoir de sens. Alors, comme je vous ai dit, donc, il y a dans les grosses réactions, il y a des possibilités de shutdown, donc on se ferme, on ne communique plus, on a une forme de catatonie, comme un ordinateur qui est sur le mode de veille. Ce qui déclenche, c'est tout ce que je viens de parler, et ce que vous faites, c'est souvent donner un espace, donner du temps, ne pas parler, ne pas toucher, ne pas pousser, ne pas essayer d'activer la personne, parce que tout ça va augmenter le stress. C'est vraiment repos, reste, se sentir en confiance. La même chose, vous avez l'effondrement autistique, alors quelqu'un qui peut avoir une crise de nerfs parce que tout à coup vous passez l'aspirateur et vous demandez ce qui se passe,
et c'est quelqu'un qui est très fatigué et le bruit de l'aspirateur est devenu absolument intolérable et il va y avoir une crise qui de nouveau ne fait pas beaucoup de sens et à nouveau restez calme, essayez de trouver un endroit calme où il n'y a pas trop de stimulation sensorielle, être sûr que la personne va bien, c'est pas le moment de commencer une conversation et d'essayer de comprendre ce qui se passe ou de les rendre, de leur comment est-ce que tu ne fais pas mieux que ça, etc. Vous devez vraiment le calme, isoler, pas toucher si vous touchez, demander avant, être sûr que la personne peut se reposer. Alors je vois que je prends beaucoup de temps, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Revoyons donc maintenant le diagnostic, donc basé sur tout ce que je vous ai dit. Vous comprenez mieux cette phrase, ou c'est une manière différente de percevoir, de traiter l'information, de penser, d'apprendre, d'établir des relations et de réagir. Alors, je vous ai dit, quand on faisait une anamnèse, c'était important de voir s'il y avait des co-occurrences médicales. Toutes ces co-occurrences médicales que vous avez ici, et on dit co-occurrence parce qu'on n'est pas comorbidité, parce qu'on ne considère pas l'autisme en soi comme une maladie. Ça peut favoriser beaucoup de problèmes. Mais donc, co-occurrence médicale, épilepsie, ça c'était bien connu, migraine, apnée du sommeil, problèmes intestinaux qui entraînent des problèmes de déficience vitaminique. Et puis vous avez le syndrome d'Ehlers-Danlos dont j'ai parlé tout à l'heure, les maladies auto-immunes, particulièrement chez les femmes. Et après le Covid, il y a partout une explosion de problèmes auto-immuns, notamment le syndrome d'activation des mastocytes, des problèmes de Crohn, la fibromyalgie. Toutes ces maladies sont plus fréquentes chez une personne autiste. Les maladies, bon, j'avais jamais entendu parler en médecine. Et donc, si quelqu'un vous dit « Ah ben oui, tiens, on m'a récemment diagnostiqué, je faisais de la danse et puis je ne sais plus, et on m'a récemment diagnostiqué avec un Ehlers-Danlos », ben, pensez aussi que cette personne peut être autiste ou avoir un problème de TDAH. Alors, une période très importante quand on travaille avec des patients adultes, pour les femmes, c'est la période de la ménopause. En général, chez les jeunes femmes autistes et les femmes autistes, toutes les périodes qui ont à voir avec la reproduction et les changements hormonaux sont beaucoup plus difficiles. Un des signes de ces difficultés, c'est une hypersensibilité au bruit, au son, aux odeurs, etc. Quelque chose qui était déjà difficile avant devient beaucoup plus difficile. Et au niveau cognitif, et c'est un livre remarquable qui vient de sortir à un moment 2 de Rachel Mosley, qui vraiment écrit combien la ménopause, c'est un problème neurologique aussi. Le brain fog, la capacité de penser, les difficultés de mémoire. Alors, pensez à quelqu'un qui arrive en ménopause, qui s'occupe des enfants, des parents, qui travaille avec des changements et dont le corps tout à coup ne fonctionne plus, qui est plus sensible à son environnement. Vous avez tout ce qu'il faut pour un burn-out et pour un risque de passage à l'acte suicidaire si on n'a pas identifié les choses correctement. Donc plus de dépression postnatale. Alors un autre problème beaucoup plus fréquent chez les femmes, c'est l'endométriose, avec des peines vraiment, vraiment importantes, et donc aussi qui sont souvent sous-estimées et qui peuvent rendre la vie épouvantable. Alors, on a tous les problèmes psychiatriques, bien sûr, qu'on peut avoir chez toute personne, autiste ou non autiste, mais comme vous le voyez, si vous vivez dans un monde où vous êtes constamment en train de faire attention, vous ne communiquez pas bien, vous êtes plus fatigué par toute une série de choses, eh bien, vous avez plus de risques. L'anxiété, elle est là pour tout le monde. Il y a des problèmes de sommeil. On a noté que, par exemple, le sommeil des rêves, il y en avait moins, 15% contre 25% chez les personnes autistes. On sait que le rêve a une fonction, on dit que c'est la thérapie gratuite, c'est des fonctions importantes, le sommeil profond a des fonctions importantes aussi, et on va le voir, il y a peut-être plus de risques de démence chez les personnes autistes, mais ça peut être dû à toute une série de facteurs, y compris des problèmes de sommeil qu'il faut donc adresser. L'anxiété, et là, je vous en ai parlé, c'est les actions illogiques, c'est quelque chose qui sort des routines, qu'on n'a pas prévues, peut être très difficile et nous mettre dans un état d'hypervigilance constante. Les troubles TDAH et l'autisme sont très fréquents et on pense qu'il y a entre 30 et 50% de co-occurrence, ce qui est énorme, parce que quand même, quand on regarde, on ne pouvait pas les mettre ensemble il y a une quinzaine d'années, c'est à réfléchir. Ils sont en train d'étudier s'il y a des faits génétiques, etc., qui expliquent ça. Alors c'est un problème évidemment, parce que le TDAH, ça a tendance à nous faire faire des choses, à être impulsif, à avoir besoin de changement, à vous ennuyer rapidement, alors que l'autisme, on est de l'autre côté. Donc il y a pas mal de personnes qui écrivent à propos de leur expérience
à ce niveau-là. Donc c'est une difficulté. Les traumatismes, j'en ai parlé, donc très très fréquents et qui peuvent parfois avoir des symptômes post-traumatiques qui font penser à d'autres problèmes, que ce soit l'hypervigilance, l'anxiété et pour certains des flashbacks avec des hallucinations auditives ou visuelles. De nouveau, quand vous faites un diagnostic différentiel, c'est très important de situer où on en est au niveau neurodéveloppemental. Troubles de l'humeur très fréquents, et je vous ai dit qu'il y avait des problèmes de dépression évidemment, on peut l'imaginer. Il y a dans l'autisme toutes ces différences, on va essayer de voir est-ce que quelqu'un est autiste au départ, qu'en était-il de sa sensorialité, est-ce qu'il y avait des intérêts particuliers, est-ce qu'il y a des comportements répétitifs. C'est important d'imaginer, de voir s'il y a de l'autisme, pour être sûr que quand quelqu'un est très très plongé dans une activité pendant des jours, 20 heures ou plus, est-ce que c'est un état maniaque ou est-ce que c'est une personne autiste qui a un focus intense et qui est passionné par ce qu'il fait et qui va peut-être après s'effondrer parce qu'on a tous besoin de dormir. Mais ce qui est important aussi quand vous pensez à l'autisme, c'est pouvoir identifier ce qu'on va voir, qui est ce qu'on appelle le burn-out autistique. On parle de ça. Donc, vous avez entendu parler du burn-out autistique ? Donc, si quelqu'un vient, si une personne vous savez qui est autiste et qui a une possibilité de burn-out, vous allez être particulièrement attentif quand cette personne apparaît déprimée, ne sait plus travailler, ne sait plus bouger, etc. S'il y a une perte de ses compétences cognitives, une perte de skill. Dans la dépression en général, on ne va pas faire les choses aussi bien qu'on le faisait avant, on va être triste, on va avoir un changement d'humeur, et on ne pourra peut-être pas aller travailler, mais il n'y aura pas nécessairement une perte de compétences massive. Et si c'est une dépression, en effet, qu'il n'y a pas de composante autistique, les antidépresseurs et la thérapie peuvent fonctionner. Si c'est un burn-out autistique, une caractéristique, c'est que tout à coup, ce qu'on faisait bien jusqu'il y a une semaine, on devient complètement incapable de le faire. Qui bien sûr peut aussi vous rendre déprimé et inquiet. Mais cette perte de compétence est vraiment très importante à identifier, parce que la manière dont on va adresser ça, ça ne va pas être des antidépresseurs, mais ça va être le repos total. Et puis quand on récupère un peu, peut-être s'intéresser au sujet qu'on aime, qui parle de musique, d'autres choses. Mais donc, les antidépresseurs n'ont pas d'effet. Et les thérapies cognitivo-comportementalistes, où on essaie de pousser la personne à faire des choses, en fait enfoncer la personne autiste dans son meltdown. Et l'un des dangers du meltdown, c'est le suicide. Alors, on a, je sais que c'était un peu ma spécialité de l'autisme, il semblerait maintenant que beaucoup de femmes qui ont été diagnostiquées borderline, en bien, si ça leur apporte un traitement correct, etc., ou pas en bien, quand on dit vous êtes borderline, on ne vous traite pas, beaucoup de ces femmes, on a réalisé qu'elles étaient autistes et que leurs problèmes de mutilation, d'idées suicidaires, de difficultés d'interaction avec les autres, des comportements explosifs, étaient en fait liés au fait d'être autiste. Et quand vous devez faire une différence, vous pouvez être autiste et borderline, et comme vous le voyez ici, des choses importantes à voir, de nouveau vous voyez l'histoire, les perceptions, l'histoire de routine, de comportements répétitifs. Ce qui est différent en général dans les troubles limites, c'est qu'il y a une peur de l'abandon que vous ne trouvez pas en général. Il y a toujours des exceptions pour avoir été abandonné aussi en étant autiste. Mais donc vous pouvez regarder, vous aurez tout ça le temps de regarder quand ce sera en YouTube, je m'en montre, je prends beaucoup de temps. Mais c'est vraiment aussi très important au niveau différentiel. C'est très intéressant au niveau des traitements. Il y a en anglais maintenant des livres, il y a les thérapies DBT, Dialectical Behavioral Therapy, qui ont été adaptées pour des patients d'autisme, avec moins de travail de groupe, mais aussi un travail où on apprend à identifier ses émotions, on apprend à gérer ses émotions, on apprend à gérer l'environnement, et qui sont des petits livres, mais très pratiques pour les patients. Alors pendant longtemps, on a pensé que les personnes autistes n'avaient pas de problème de substance, de dépendance à des substances, comme on a pensé d'ailleurs qu'il n'y avait pas de sexualité, puisqu'on posait des questions seulement aux parents. Donc évidemment, on peut imaginer que si on a des difficultés à fonctionner dans notre société, à être à l'aise, si on est anxieux, un peu d'alcool, un peu de marijuana, beaucoup d'alcool, ça vous aide, entre guillemets. Et donc il y a énormément, on s'est rendu compte de personnes autistes qui ont des problèmes d'addiction.
Vous voyez Anthony Hopkins derrière et Kornelov, tous les deux ont été officiellement diagnostiqués avec l'autisme, avec son autisme. Et l'autisme, ça peut être important de le reconnaître, parce qu'une fois qu'on comprend pourquoi on avait besoin de faire ça, ça peut aider à changer ses comportements, évidemment. Et alors on peut compter parfois sur justement l'incapacité d'être rigide pour certaines choses, et vous pouvez avoir dans les groupes comme Alcooliques Anonymes des personnes qui ont vraiment changé en comprenant ce qu'il fallait faire, ils sont restés sobres. Mais c'est un problème important. Troubles obsessionnels sont liés, il y a beaucoup d'autistes qui ont des TOC et vice-versa. Alors comment différencier les rituels qui rassurent une personne autiste des troubles obsessionnels compulsifs? Eh bien, les rituels chez l'autiste, c'est quelque chose qui apporte du confort, quelque chose qu'on aime bien, qui nous soulage, qui relâche l'anxiété, et on peut changer ces rituels en général. Alors que quelqu'un qui a des TOC, les TOC sont pénibles, difficiles, et bien sûr, on peut avoir les deux. Troubles alimentaires sont très fréquents pour toutes sortes de raisons, y compris, rappelez-vous, si on ne tolère pas certaines substances, certaines matières, le goût, le toucher, les odeurs, tout ça peut créer toutes sortes de changements, de problèmes au niveau individuel, au niveau social. ARFID, mettez-le quelque part, allez voir, c'est qu'on en parle de plus en plus. Et donc ce ne sont pas les troubles, parce que là on dit que tout le monde, l'enfant avait un eating disorder, était anorexique. ARFID est vraiment lié aussi beaucoup chez les enfants à ce fait d'éviter certaines nourritures, certaines matières, certaines couleurs, etc. Et alors il y a un danger évidemment, c'est que quand on mange des choses de matière très limitée, il y a un risque d'augmenter ces manques vitaminiques qui entraînent toute une série d'autres problèmes. Alors il y a bien sûr et des narcissiques et des personnes antisociales dans l'autisme. C'est un des problèmes que l'image de la personne autiste était un criminel qui n'avait pas de sentiments. Et il y a parfois, effectivement, Adam Lanza, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ce jeune homme qui a tué tous ses enfants dans une école primaire il y a une dizaine d'années, qui est autiste. Mais en général, vous voyez Musk ici, en général, les personnes autistes sont victimes de crimes beaucoup plus qu'ils ne commettent des crimes, il ou elle. Et vous voyez ce monsieur Robert Robertson qui est toujours en attente de peine de mort ou pas au Texas pour le moment. Ce qui s'est passé pour ce monsieur, il a amené un jour son bébé, la maman était partie, sa petite fille de 2 ans aux urgences, la petite fille était malade, la petite fille est décédée aux urgences, on a pris une pneumonie, ils ont fait beaucoup de choses, mais les infirmières trouvaient bizarre que ce papa ne soit pas plus affecté sur son visage, dans sa voix, dans son comportement, par la perte de son enfant. Et donc, elles l'ont reporté aux autorités et il a été accusé d'avoir tué son enfant, d'avoir agité son enfant. Il n'y avait pas de diagnostic d'autisme à l'époque. C'est pas lui qui a fait ça. On a montré, les avocats qui s'occupent maintenant de lui, montraient que c'était un père très attentif, mais qui n'exprimait rien. Et donc, il a été condamné à la peine de mort. Et ça fait 10 ans qu'il a été, pendant qu'il était là, on a diagnostiqué son autisme et on essaye maintenant de faire en sorte qu'il ne soit pas assassiné. Alors la schizophrénie, pendant longtemps, on a pu, et je vais vous montrer Einstein et son épouse, puisque le fils Édouard, le fils d'Einstein, il y a une biographie écrite en français d'ailleurs, a été considéré comme schizophrène. Il avait commencé des études de psychiatrie, il a eu des épisodes où il n'allait plus bien du tout, il a été interné pour le restant de sa vie. Enfin, on peut quand même se demander qu'avec les parents comme il avait, puisque sa maman avait grandement participé aux travaux d'Einstein, si c'était de la schizophrénie ou s'il était autiste. Donc comme vous voyez, il y a en apparence beaucoup de choses qui ont l'air communes, notamment cette littéralité, le manque d'expression, la difficulté avec le toucher. Comme vous pouvez le voir aussi, par exemple, ce qui se passe au niveau sensoriel est différent dans l'autisme, et surtout, il y a du délire et des hallucinations dans la schizophrénie que vous ne trouvez pas dans l'autisme. De nouveau, faites attention, les problèmes post-traumatiques où vous pouvez avoir parfois comme des hallucinations, ça ne veut pas dire que vous êtes schizophrène. Comme j'ai dit, apparemment plus de maladies de Parkinson, on dit plus de risques de démence en faisant attention que ces études, elles ont été réalisées dans une population, comme vous diriez, du CPAS, donc des gens qui avaient déjà beaucoup de facteurs de risque pour avoir un problème de démence. Alors qu'est-ce qu'on fait? On transforme le cadre, on le rend accessible, on prend en considération ses sensorialités,
on évite de changer les rendez-vous à la dernière minute, on accepte les différences, on est très clair dans ses communications, on comprend que l'empathie s'exprime différemment, on partage le diagnostic avec le patient, parce que comme le dit cette dame, c'est mieux de savoir qu'on est un zèbre réussi qu'un cheval raté, puis on va chercher d'autres zèbres comme nous pour essayer de trouver une communauté. Quand on partage le diagnostic, ça entraîne vraiment un soulagement pour la plupart des patients. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de regret ou de dépression, de regret d'avoir perdu du temps, etc. Mais c'est de toute façon un élément qui va aider à continuer le traitement, à changer peut-être la manière dont on approche les thérapies, les médicaments, modifier l'environnement. Approche thérapeutique, donc je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est croyez ce que le patient dit, tous les patients, moi parfois ils ne vous disent pas exactement les choses de la manière dont elles se sont passées, mais en général, et pensez que vous avez quelqu'un qui fonctionne différemment, comme quelqu'un qui vient d'une autre culture, et donc vous ne connaissez pas bien les manières d'exprimer toute une série de choses, des émotions, des peurs, des anxiétés, etc. Posez des questions précises, soyez sûr d'être compris, donnez du temps, rappelez-vous, il faut plus de temps pour intégrer l'information et pour répondre, et il y a une certaine flexibilité. Au niveau pharmacologique, à retenir de nouveau, vous n'allez pas dans les détails, mais que les personnes autistes sont plus sensibles aux effets des médicaments et aux effets secondaires, et donc il faut toujours, je pense, commencer avec des doses très faibles, parce que le problème, c'est que si vous commencez aux doses normales, entre guillemets, vous pouvez avoir énormément d'effets secondaires et le patient ne va plus jamais vouloir essayer ces médicaments. Et les médicaments, on n'en a qu'un nombre limité à leur offrir. Donc, titrer lentement. De nouveau, croyez, un des gros problèmes, c'est que les médecins ne croient pas quand la personne autiste lui dit « j'ai des effets secondaires avec cette dose très faible » ou le médicament fonctionne de nouveau avec une dose faible. Donc, voilà quelques médicaments, donc les médicaments type Prozac, etc., SSRI, comme on dit en anglais, sont prescrits, mais de nouveau, faire très attention, commencer avec de doses faibles. Il y a souvent beaucoup d'anxiété provoquée par ces médicaments. Le bupropion ou Wellbutrin aide parce que si vous avez quelqu'un qui a aussi un problème de TDAH, eh bien, il y a une stimulation au niveau frontal, donc ça aide la dépression et ça aide la concentration sans nécessairement devoir passer par des stimulants. Très prudent avec les antipsychotiques. Je pensais en neurologie, je me souviens, il y a longtemps, c'était en 85, je le faisais avec le chair à l'époque, qui était le professeur Franck, et qui nous montrait une patiente jeune qui avait eu des effets secondaires d'antipsychotiques sur une prise très brève, je ne l'ai jamais oublié, et on a un peu un danger avec des antipsychotiques qui ont l'air un peu plus safe, avec moins d'effets secondaires, de les prescrire parfois trop vite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une personne autiste avant de passer aux antipsychotiques. Alors, il y a toutes sortes de suppléments. Vous avez vu, il y a des problèmes de vitamines. La mélatonine, qui est une hormone, a aussi été recommandée. Voilà, les stimulants, c'est toujours quand quelqu'un est à la fois autiste et TDAH, les stimulants en général ne fonctionnent pas bien. Donc, il y a d'autres alternatives. Et voilà, on arrive à la fin. Retenez juste ça. Après tout ce que vous avez incorporé ici, il est essentiel d'être attentif au cadre. C'est marrant parce que quand je donnais des conférences sur les états limites, je disais la même chose, le cadre. Et on sait ici pourquoi c'est tellement important, la régularité, prévenir s'il y a des changements, vraiment tenir compte de cela, croire ce que la personne nous dit, être curieux. Il y a des expériences dont on n'a pas d'idée. Je vous ai parlé de ces expériences sensorielles. Il y a des personnes qui ont un sens de gravité, ou le sens de changement de la pression barométrique. Vous imaginez un enfant en altitude ou dans l'avion et ils ont une sensation aiguë du changement de la pression barométrique. Il faut y penser. Donc on doit avoir cette curiosité vraiment ouverte et trouver avec le patient des formules adaptatives. Et comme vous l'avez vu, il y a au niveau individuel et au niveau de l'environnement. Voilà, je vous remercie d'avoir été si patient.